La guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit des gens qui se connaissent, mais ne se massacre pas. Désolé pour la voix un peu en rock ce matin. Madame, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce mardi pour une nouvelle édition de DBS Matin. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour cette nouvelle édition. Eh bien, tout au long de cette édition, nous allons comme à notre habitude décrypter l'actualité, décrypter l'information, en espérant justement que vous serez des nôtres encore au cours de cette matinée. On commence ce jour avec l'amour ce matin, malgré une voix qui n'est pas souvent la mienne au cours de toutes les matinées. Je vais dire bonjour à mes deux mousquetaires ce matin. Jackson, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Je profite pour saluer ceux qui nous regardent du côté de Kumba. J'espère que le président de la République qui a envoyé un réconfort là-bas, une délégation interministérielle pour le réconfort justement des populations et même des familles endeuillées. J'espère que ça va être justement un bon moment de retrouvailles et que vivement que les hostilités s'arrêtent. On espère tout simplement que les problèmes du côté du nord-ouest et du sud-ouest vont justement s'arrêter. Hier déjà, il y a certains journaux et quotidiens qui demandaient où est passé le chef de l'État camerounais. Je pense qu'hier, il a fait une sortie avec un tweet. J'espère qu'ils sont satisfaits justement ce matin, ces personnes qui voulaient justement voir le chef de l'État camerounais s'exprimer. Margaret Venachos, good morning and welcome. Good morning, Steve, and good morning to our viewers. Continue in that same light. I think that yesterday women came out in Yaoundé to denounce the atrocities that are going on, you know, when it comes to killing children. This time it was more than the other, you know, cases that we've had, we've recorded in the course of this crisis. And like everybody is calling from all corners of the country, if not of the world, it is that this crisis should end, because the crisis now, it has no purpose completely. When it comes to killing children, it has no purpose. Et on a également vu dans les réseaux sociaux ces derniers temps-ci, en tout cas l'arrestation de ces personnes qui ont perpétré justement l'attentat de Kumba. Steve, I wanted to, you know, reserve some kind of, you know, before talking about it, because I don't know whether that is really true, because the rage at which Cameroonians were taken with this assassination, or call it incident, I think that if they really, if the images that are circulating on social media are true images, I think that the government had the duty to inform Cameroonians that at least we already have, you know, those who were responsible for this crime. Because when I was listening to what the letter, condolence letter that the president wrote to the victims of the families of the victims, he was still insisting that he has ordered that rapid and fast measures be put in place, steps be put in place to make sure that they lay hands on those responsible. And I think that because I had the image as early as 9 a.m. yesterday, I think that if that is true, then I think that government had the duty to inform Cameroonians that at least we already have those who are responsible for this crime. Il y a également d'autres images qui circulent. On parle bien sûr de cet évêque catholique qui a béni justement les Amazoniens qui sont allés justement tuer ces enfants-là. Steve, I got the information too yesterday. Oui. I've not had that image yet. But then I think that we still. Non, moi j'ai les images, ne vous inquiétez pas. I think I'll have it after the show to see at least what it is all, because it's difficult to talk about it, especially when you don't know. Messieurs, si vous êtes là, c'est pour la revue de presse. Tout de suite et maintenant, prenons la première partie en langue anglaise. Tuesday, October 27th, 2020. For today's edition of Press Review, we begin with the Guardian Post newspaper that writes, Fon Anguafo eyes Northwest House of Chiefs presidency, and the paper says on page 3 that the development comes barely days after news broke out that his eldest son, Fru Anguafo III, is also in line to become the Northwest Regional Assembly president. In financial issues about single treasury account, the paper says the Ministry of Finance sensitizes stakeholders on the advantages of a single treasury account. The government-owned Cameroon Tribune comes back to the incident in Kumba, telling us on pages 4 to 9 that the interministerial delegation to take on the condolence of the nation is in Kumba today. Meanwhile, the head of state has equally addressed a condolence letter to the families of victims
And in the letter, Paul Biya condemns the atrocities, totally reminding them that he has ordered that they should do all to lay hands on those involved as soon as possible. In sports news, the paper looks at the high stakes of the General Assembly of the Professional Football League that is underway at a time clubs are bracing up for the next Elite 1 and 2 football seasons in the country. Yaoundé this October 27 hosts a General Assembly of the Professional Football League amid reticence of clubs' presidents, unclear status and absence of FECAFOOT, as we read on page 30. Then in politics, we read on page 2 that Prime Minister represents President Paul Biya in a colloquium on 60th anniversary of independence. The paper says the head of government left Yaoundé yesterday to participate in the international colloquium on the theme De Gaulle and Brazzaville, a shared memory between France, Congo and Africa in Congo-Brazzaville from October 27th to October 29th, 2020. Emergence newspaper tells us on page 5 that Cameroon has fraudulently exported a consignment of rice worth over 87 billion francs CFA. Then on page 2, the paper tells us that after the clergy in Bafoussam on the condemnation of Kumba school attack, women protest in Yaoundé yesterday. In a related story, Le Messager newspaper brings the views of Cabral Libi, who thinks that Biya has to stop the war in the northwest and southwest region. Thus, politician castigates the inactive attitude of the head of state, whom he calls to assume his responsibilities following the atrocities in Kumba last weekend. On page 8, the paper comes back to their trend derailment, looking at the promises of government that have not been respected so far. The paper points out issues like the monument in honor of those who died, the upgrading of the road Ezeka Makak Ngomo, all forgotten. For L'Economie newspaper on post-COVID-19 economic recovery, the paper says the government is preparing a 3-year plan for economic relaunch. And the paper on page 3 tells us that the main stages were presented during the 11th edition of the Cameroon Business Forum last October 22nd in Yaoundé. And the putting into function of these steps or stages is projected for 2021. In the editorial page towards the Vanguard newspaper in Nigeria looks at the looting of COVID-19 palliative stores. The paper tells us that the 2-week-long peaceful End SARS nationwide protest eventually dissolved into anarchy, where hoodlums virtually seized power in Lagos, with several federal and state government properties targeted and burnt down. Massive looting ensued, as the paper says, and the strangest occurrence was the chance discovery of a large warehouse in Maza, Lagos, where COVID-19 palliatives were stored, and the looters descended on the supplies and emptied the warehouse within hours, giving way for other states to do same. And the paper says the federal government now knows that there is hunger in the land. In East Africa, the Herald newspaper in Zimbabwe says President Mnangagwa yesterday saluted the SADC, the African Union, and the world at large for standing by Zimbabwe in calling for the unconditional removal of the Western-imposed illegal economic sanctions during the Anti-Sanctions Day. In an interview at State House yesterday, the president chastised the country's opposition parties for consorting with the Western world led by the US. We take the New Times newspaper in Rwanda that comes back to inform us on how cardinals are created, their powers and their service. The paper reminds us that on November 28th, 2020, 13 new cardinals, including the current Archbishop of Kigali, Antoine Kambanda, that's I got the name Kambanda, will be members of the College of Cardinals after appointment by Pope Francis. 9 of the newly appointed cardinals are under 80 years of age and are known as cardinal electors. That means they are eligible to participate in the election of a pope. Archbishop Kambanda is 61 years and is the first ever cardinal from Rwanda.
And in this sad story from Uganda, the Daily Monitor newspaper tells us that the Deputy Executive Director of Uganda Media Center, Colonel Shaban Bantariza, is dead. The paper says he died early this morning at Mulango National Referral Hospital, where he had been admitted to intensive care unit since Sunday with hypertension. Steve, we end in Kenya with the Nation newspaper that tells us that maize prices have fallen sharply just weeks after President Uhuru Kenyatta ordered traders to pay 2,500 shilling for a 90-kilogram bag of maize. Steve, these are some of the information that we could have for papers home and abroad this Tuesday morning. On va retenir la grande une du quotidien de Guardian Post ce matin qui nous fait comprendre que Von Aguafor lorgne actuellement la présidence de la Chambre des chefs du Nord-Ouest. On espère tout simplement que l'élément de réponse et surtout la suite de l'information est dans les colonnes de Guardian Post ce matin. Occasion pour nous de prendre les journaux et quotidiens de la langue de Molière avec Jackson Duke ce matin. Commençons par Cameroun Tribune qui revient sur le drame de Kumba avec le reconfort de la nation alors que la délégation interministérielle dépêchée sur le terrain arrive dans le chef-lieu du département de la Mémé. Ce jour, le président de la République a adressé hier une lettre de condoléances aux familles des victimes. Paul Biya condamne donc ces atrocités et rappelle qu'il a donné des instructions afin que tout soit fait pour mettre la main rapidement sur les auteurs de ce crime. Le quotidien Le Messager présente les propos de Cabral Libye hier lors de sa conférence de presse. Paul Biya doit stopper la guerre au Nozo. Le leader du Parti camerounais pour la réconciliation nationale fustige l'indolence du chef de l'État qu'il invite par ailleurs à prendre ses responsabilités suite à la barbarie de Kumba. Le Point Hebdo évoque à sa grande une le Phénix Paul Biya en parlant justement de la prompte réaction du chef de l'État récemment contre l'instauration d'une taxe de plus à charge aux utilisateurs camerounais de tablettes, de téléphones portables et autres terminaux a été salué par la quasi-totalité de la société. Le quotidien L'économie nous renseigne que le gouvernement prépare un plan triennal de relance économique. Les grands axes ont été donc présentés au cours de la 11e édition du Cameroun Business Forum. C'était le 22 octobre 2020. La mise en œuvre projetée pour 2021. Rien ne va plus sur les chantiers de la CAN. Le quotidien Mutation indique que McGill est donc sur le grill. En effet, selon le journal, les performances du prestataire canadien sont querellées. L'Italien Piccini espère revenir pour achever les travaux du stade d'Olembe. Le quotidien Le Jour parle de ce jour de vérité pour la Ligue de football professionnel du Cameroun. En effet, une assemblée générale extraordinaire a lieu ce jour à Yaoundé, alors que la Fédération camerounaise de football et certains clubs s'y opposent. Le journal Réalité Plus indique que le directeur de publication de Commune Actuelle interpellé Bomba, Guy Albert, c'est son nom, est aux mains de gendarmes du CED depuis hier. Selon le journal, il a voulu estorquer 3 millions de francs CFA au DAG du ministère de la fonction publique sous le fallacieux prétexte que son ministre et lui sont soupçonnés de détournement de 400 millions de francs CFA. Chantage inutile, dit le journal. C'est au moment de décharger cet argent que son missionnaire et lui ont été interpellés, nous renseigne le journal. La même information est traitée par nos confrères du journal Le Quotidien qui évoque justement cette mise aux arrêts du DP de Commune Actuelle pour tentative d'arnaque et d'escroquerie de 3 millions de francs CFA du DAG du Minifopra. Nous renseigne également le journal. Le journal La Cloche nous présente des hommes clés du président de la République. Il s'agit de Ferdinand Ngongo, Mvondo Ayolo, Diongouté, Paul Atangandji, Betty Assomo et justement Mbargangele. Pour le journal, il symbolise incontestablement le dynamisme, l'efficacité républicaine et gouvernementale du Cameroun. Le quotidien Émergence indique que le Cameroun exporte frauduleusement des cargaisons de riz de 87 milliards de francs CFA.
Direction le Congo avec le journal Les Dépêches de Brazzaville qui évoque le devoir de mémoire avec Louise Mushikiwabo qui salue la commémoration des 80 ans de l'appel de Brazzaville. Le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie a indiqué que le colloque international sur les 80 ans de l'appel de Brazzaville, justement, du général de Gaulle était donc un moment important pour la restitution de l'histoire. En R2 Congo, le courrier de Kinshasa évoque les enjeux de l'heure avec la quête d'une nouvelle majorité parlementaire qui fait débat. En tout cas, l'idée qui transparaît derrière le concept Union sacrée lancé le 23 octobre par le chef de l'État dans son dernier message à la nation dissimule mal son intention de reconfigurer le Parlement qui, dans son format actuel, constitue un écueil dans la réalisation du programme sur la base duquel il avait été élu. En Côte d'Ivoire, le journal, en tout cas le quotidien d'Abidjan parle de Afi tout feu, tout flamme. Hier, il dit, et je cite, « Il ne nous reste aucun choix, nous sommes contraints à gagner quoi que cela nous coûte. Ouattara est une menace pour la paix et la démocratie. Il faut que nous le contraignions à céder le pouvoir. » Fin de citation, nous fait savoir le journal. Terminons par la France avec le journal Le Figaro qui indique que la France se prépare pour un nouveau tour de vis du Covid-19. L'exécutif qui pourrait donc annoncer jeudi de nouvelles mesures s'il espère éviter un reconfinement total. L'avancée de l'heure du recouvrement, en tout cas du couvre-feu, ainsi que du confinement locaux ou de week-end sont envisagé. Voilà Steve, quelques journaux à notre possession ce matin. Le reste c'est en kiosque ou chez votre marchand de journaux. Nous avons bien aimé la grande une de Les Dépêches de Brazzaville ce matin qui nous parle de Louise Mushikiwabo qui est la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie ce matin encore. On va également revenir sur les journaux et quotidiens qui ont paru. On ne va pas également oublier notre confrère, le directeur de publication de Commune Actuelle qui est aux arrêts. Vous nous avez d'ailleurs dit cela dans votre commentaire des journaux et quotidiens de ce matin. D'ailleurs, un journal qu'on appelle Le Quotidien a relevé cette information ce matin. Revenons justement avec la grande une de Guardian Post ce matin qui revient en tout cas sur notre faune à Anguafor qui lors de la présidence de la Chambre des chefs dans le Nord-Ouest. Steve, I was laughing when I read this. Article, I was laughing all throughout because what came to my mind is, Steve, I started to look at the politics in Cameroon, and I was asking myself, when you look at this Chief Anguafor, this man is barely moving. He's actually old. You know, he's barely standing on himself, and wants to become the president of the Northwest Funds Assembly. Not that alone. Remember, the paper tells us that it's just barely a few days after the news came out that his son, Fru Anguafor III, wants to be the Northwest regional president. I don't know whether politics has become a family kind of thing. The father wants to become the president when it comes to House of Chiefs, and the son wants to become the president of the regional assembly. Steve, nothing is actually. Voilà. Let us be, objective. We cannot tell me that it is the Anguafos who have the sense of direction to lead the Northwest region. It's wrong. We cannot concentrate two presidencies in one family, not in only one, division, not in one family. No, Steve, il faut donc que vous mettiez votre candidature pour que Chief Anguafor ne devienne pas justement le président des chefs. No, Steve, I think it's too much. Let us move out this issue of Chief Anguafor is old. He cannot be somebody who cannot stand on himself, and he wants to rule. What do we want to say? A kind of president who will be seated, who cannot even move from one fondom, from one fondom to another when there is something. But no, I think that let us pass this issue. Let us be proactive. There are younger funds in the Northwest region who can hold this presidency. Younger funds who can be active. Et vous oubliez également que quand on parle de fonds, il y a également beaucoup de magie et de sorcellerie là-dedans également. It is not a question. If there is witchcraft in it, then it is not only man. C'est vous qui parlez justement de ces jeunes faunes qui sont là. Steve, is not only Est-ce qu'ils ont justement cette expérience? Once you are a faune, like they say, in the Northwest, what makes a faune
is the same in everywhere. You cannot tell me that the phone of Mancon has the phoneness more than the phone of Oku, more than the phone of So, more than the phone of Bafut, more than... No. Once you are a phone, you are a phone. If you are a phone that falls within the line of being the president, you are, whatever the age. Because they tell me in my village that pour l'instant, il n'est pas encore président des chefs du Nord-Ouest. Hein. Pour l'instant, il n'est pas encore. Il lorgne seulement, selon nos confrères de The Guardian Post ce matin, dont il a une opportunité. Il y a également d'autres opportunités. I always believe that where there is flame, where there is smoke, there is fire. If that has been the case, which means, look at the way the people use it, that he is eyeing, that is looking. Je pense que vous êtes quand même dans la famille d'Info, non? Vous pouvez placer votre candidature. Pourquoi est-ce que vous vous embêtez? If I had that opportunity, I would have done exactly. C'est quoi l'opportunité? Vous avez l'opportunité, c'est maintenant, c'est pas demain. Vous insistez sur le fait que son fils veut être président de région. Bon, maintenant son père veut être justement président des chefs. Vous savez, vous avez l'opportunité de vous présenter. If I had that opportunity, Steve, I would have actually. Vous avez l'opportunité, vous êtes quand même parmi les notables, non? Time. That's the problem. Oh bon, d'accord, si vous dites que le temps. We'll pass the time of, candidacy. I would have postulated. Revenons toujours, restons en politique avec les propos de Cabral Libi qui font la grande une de Le Messager ce matin. Eh bien, Le Messager qui nous fait comprendre qu'il a déclaré haut et fort, Biya doit stopper la guerre au Nozo. Oui, c'était hier lors de sa conférence de presse qu'il a donnée du côté de Yaoundé. Et il se trouve que, en tout cas, c'était même en direct sur Facebook. Et donc, il a fait comprendre qu'il faut que le président de la République dise quelque chose. Il a évoqué plusieurs notes. En effet, il a parlé de l'indolence du président de la République. Il faut qu'il agisse rapidement. Et en même temps, il a également dit beaucoup de choses. Par exemple, que ceux-là qui font l'apologie du terrorisme, même ceux qui sur certains plateaux essayent de parler en tout cas, qui soutiennent les sécessionnistes, de quelque manière que ce soit, doivent également être arrêtés. Et donc, il y a eu plusieurs déclarations, mais je pense que c'est ce qui a été choisi aujourd'hui par... justement le quotidien Le Messager, parce que tout le monde attend que justement le président de la République essaye de dire quelque chose. Peut-être ça va être ce qui peut déclencher justement la résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais ce que moi je demande, c'est que il faut qu'on passe par des propositions, qu'on nous dise ce qu'il peut par exemple dire, parce que nous sommes tous dans la spectative, on ne sait pas quoi faire. Peut-être le président lui aussi. Maintenant, si on passe par des idées que chacun propose, c'est qu'il faut faire pour la résolution, parce que ce n'est pas le problème seul du président. Pour beaucoup de Camerounais aujourd'hui, voilà, on est un peu à l'heure du dialogue, on est aujourd'hui à l'heure de la force. Absolument. Donc, like Jackson is saying, when everybody is insisting that this war should end, when we are saying that this war should end, it's not as if somebody can directly say that the war has ended today and it will end. When people are talking about the president, there is one angle we are looking at. If the president decides to say that, because the whole issue we are saying is the military option in this in this crisis has not succeeded for the past 4 years, which means we can also look for other means of handling this crisis, not by force. Because the military option, if we give it another way, we look at it another way, we may be able to come to some issues. Est-ce qu'on est passé justement à l'offensive militaire? C'est pas le cas. On n'est pas encore passé à l'offensive militaire. Steve, moi, je ne souscris pas. On n'est pas encore passé à cette étape-là. Moi, je ne souscris pas dans cette option où on dit que l'apaisement, pas pour. Je ne souscris pas dans cette option où on dit que la solution militaire n'est pas la bonne. Pourquoi? Parce que maintenant, moi, je trouve même que ce sont des bandits qui sont de ce côté. Et donc, vous ne pouvez pas dire que dans un territoire qui est miné par des bandits, il faut d'abord qu'on enlève justement les forces de l'ordre qui sont de ce côté. Peut-être ça va résoudre la crise. Ce n'est pas un argument. Non, Jackson. Ce n'est pas un argument. Jackson, in other parts of the country, you cannot tell me that there are no thieves and all what that we have. They exist. But we don't have the military in this. But when we talk of the military is different from the police and the gendarmerie officers. Okay. These are different. That's why we call them. Qu'est-ce que les militaires, qu'est-ce que ça pose? Jackson, la présence militaire. Monsieur, on vous comprend parfaitement. That's why they talk of war. When we have police officers in other parts of the country, it is not a war. They are forces of law and order. They are peacekeeping forces. And once they go out, on l'a déjà fait depuis 4 ans aujourd'hui, ça n'a pas changé. No, that's what they are saying, that the military option is not solving the crisis. That we can also try. Avec les événements de samedi dernier, je peux vous dire que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ça crie fort
qu'il faut aujourd'hui à tout prix, ça c'est ce que les gens disent, hein, les Camerounais, il faut à tout prix maintenant que les militaires prennent justement leurs responsabilités pour dégager justement tous ces Amba Boys de ces deux régions. Steve, everybody is of the opinion that these boys are actually now a problem to the society. No, because they are now a problem even to the very people they pretend to be fighting for. But Steve, let us look at issues in that same way. We had 7 children who were killed. Normally, the people were asking for the president to talk. We always talk of Paul Biya's, way of, you are not able to preempt what Paul Biya would do, what he would say. That is normal. That is him. But when we have situations like this, whatever situation, I expected that the president will go over to Kumba. Remember in France, when one teacher was killed, the president of France, no Steve, the president en matière of France, de géopolitique, ce que vous allez dire ne cadre pas. Je vous dirai pourquoi demain, après-demain. Yes. Mais ça ne cadre pas. Ce que vous avez vu par exemple du côté de la France avec ce monsieur qui a été assassiné, yes, c'est un autre volet de la géopolitique. Cela veut dire que lorsqu'il y a un événement majeur dans un pays et qu'on n'a pas besoin de résoudre ce problème immédiatement, on crée un autre problème pour que l'opinion se tourne justement vers ce problème-là et oublie le problème majeur. C'est comme ça que ça se passe dans le monde. Je vous expliquerai un matin pour vous faire comprendre que c'est comme ça que la géopolitique est. Donc ne regardez pas parce que le chef de l'État français s'est levé pour aller enterrer une seule personne. Vous savez combien de personnes meurent? Steve, Chaque jour du coronavirus. Steve, that is true. If they die of coronavirus, you cannot expect the president to keep going burying those who died. But in this case, where we have children who were killed in school, I think that it called for the Vous avez totalement raison pour que il faut que le chef de l'État puisse faire un tour. would at least associated with at least show that J'aurais voulu voir en tout cas les membres du gouvernement au cours de ce week-end à Kumba. No, they're expected to be there today. Non, j'aurais voulu voir. Je ne veux pas savoir si c'est aujourd'hui. J'aurais voulu voir samedi, au trop tard dimanche. C'est ce qu'on appelle un gouvernement proactif. Descendre justement sur le terrain pour aller voir ce qui s'est passé. Je ne les ai pas vus. Steve, donc ce n'est pas mardi, peut-être 112 heures après les événements que vous allez venir me dire, bon ok, on va aller visiter ces personnes-là. C'est pas normal. Mais je reviens en tout cas à ces informations qui nous intéressent d'ailleurs ce matin. Je reviendrai également avec la grande une de l'Indépendance ce matin qui titre 24 octobre 2020 Kumba. Vous ne serez jamais seul, you will never live alone. C'est le titre retenu justement par nos confrères et on vous dira également, vous qui êtes du côté de Kumba, eh bien vous n'êtes pas seul. Peu importe ce que vous pensez, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Vous vous croyez seul, mais vous ne l'êtes pas. Nous sommes de tout cœur avec vous ce matin. Messieurs, terminons rapidement avec une information qui m'intéresse ce matin et d'ailleurs qui m'a toujours intéressé. Commerce, le Cameroun exporte frauduleusement des cargaisons de riz de près de 87 milliards de francs CFA chaque année. C'est le titre retenu par Émergence ce matin. Oui, mais c'est la honte. C'est tout simplement la honte. Parce que moi, je suivais sur une autre chaîne un ingénieur agronome qui parlait justement de comment est-ce qu'on peut faire pour cultiver le riz. Mais il a établi tout un programme. Il a même dit que c'est très facile pour le Cameroun avec tout ce qu'on dépense pour... Ce n'est pas la première fois qu'on parle déjà de ce sujet. C'est la première fois. D'ailleurs, même actuellement, oui. Mais il y a toujours, dans parce que c'est du côté de l'extrême nord, où on a toujours la possibilité de cultiver le riz. En Dop, là-bas, on cultive le riz. Mais on cultive le riz comment? La quantité. Les personnes qui aujourd'hui importent le riz parce qu'ils sont en train de faire ils sont de très grands hommes d'affaires. Donc pour eux, cultiver le riz sur place va leur prendre énormément de temps, mais ils oublient une chose, d'après ce que nos confrères nous disent, c'est du riz frauduleux, des cargaisons de riz vraiment frauduleux. Oui, absolument. Et d'ailleurs, le riz qu'on importe n'est pas de bonne qualité. Vous savez, c'est le riz là, quand il arrive ici au Cameroun, on commence à faire la promotion d'un mauvais riz. Il faut bien préciser, oui, absolument, on fait la promotion d'un mauvais riz parce que simplement, alors qu'on a tout ici, eux également là-bas, ils ont des terres, ils cultivent le riz. Non, je vais revenir en tout cas sur l'information, on parle d'exporter frauduleusement le riz. Oui. Cela veut dire que le riz est produit ici chez nous, mais maintenant, on l'envoie de l'autre côté. C'est ce qui est prévu. C'est ce que nos confrères nous font savoir ce matin. Oui. Le riz que nous produisons ici, oui, c'est le mauvais riz qui est exporté à près de 87 milliards de francs CFA, ce qui est un manque à gagner. Maintenant, la véritable interrogation, c'est qui exporte réellement ce riz. Oui, mais absolument, ça veut dire que... Puisque je me rappelle également qu'il y a pas mal des rizicultures appartenant aux Chinois. Oui. Est-ce eux qui exportent justement ce riz frauduleux
C'est la grande interrogation. Steve, when I look at that information, I wanted to put one and two things to see if they can tie. Cameroon, they are telling us that Cameroon is using billions of francs to import C'est des milliards, oui, pour importer du riz. We are fraudulently exporting rice close to 87 billion francs CFA. I don't see, the correlation between the information, and I want to tell us, you were talking of... C'est justement pourquoi je m'interroge ce matin. Parce que... That's where the worry is, that Steve, when we talk of fraudulently, it means there are some, I don't want to say Cameroonians, I don't want to say some foreigners who are somewhere gradually... La véritable question, c'est qui d'ailleurs produit ce riz sur le triangle national camerounais? That is my problem. That's why I say... Pour aller l'exporter à près de 87 milliards de francs CFA. That is what I'm saying, that there are some Cameroonians or some foreigners who are somewhere in Cameroon who are gradually cultivating rice, making money, close to 87 billion francs CFA, whereas Cameroon is spending billions to importing rice. What is the sense? Le Cameroun importe justement un riz de très mauvaise qualité. That is it. Meanwhile, et pendant ce temps, il exporte également du riz de très mauvaise qualité, parfois même de très bonne qualité. Parce que ça, il faut le dire. Moi, je m'arrête sur l'information frauduleuse. Hein. Yes. Mais nous savons également que le très bon riz est justement exporté de l'autre côté. Donc, c'est pour dire d'ailleurs, d'abord, quand on dit c'est traçable, si le journal parle déjà de ça, ça veut dire que c'est traçable. Donc, je pense qu'il y a une certaine connivence entre ceux qui sont là et les opérateurs économiques. Je parle des gouvernants qui sont là et les opérateurs économiques. C'est pour ça que on peut exporter le riz frauduleusement et des sommes faramineuses. On parle de 87 milliards de francs CFA. C'est incompréhensible pour un pays comme le Cameroun où on n'a même pas encore atteint le taux de suffisance alimentaire. Hein. Parce que je vous assure que si vous arrivez dans les ménages, vous voyez comment est-ce que les gens consomment. Et le riz de très mauvaise qualité. Et c'est ce riz-là qu'on fait la promotion chez nous. Ne croyez pas que le riz que vous appelez riz parfumé, c'est de bonne qualité. Hein. Oubliez ce détail parce qu'on a eu pas mal d'experts sur ce plateau qui nous ont fait comprendre hautement la vérité que ce riz-là, c'est même un très mauvais riz. Mais le problème aujourd'hui, c'est que lorsque vous le consommez, vous pensez que non, vous êtes un occidental. Vous avez justement dans la tête que non, c'est un riz de bonne qualité alors que c'est totalement faux. Mais je vous dis merci d'avoir été là ce matin parlant justement de cette information. Vous la retrouverez dans les colonnes de Émergence qui nous parle de commerce. Le Cameroun exporte frauduleusement des cargaisons de riz de 87 milliards de francs CFA. Jackson, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous en prie. Marguerite vous également, je vous souhaite bonne journée. Hein. Thank you, Steve, and same to you. Merci, même si la journée, je ne sais pas si elle sera belle. Là. Allez savoir. Alors, le temps pour nous justement de prendre une musique. Dans un instant, nous allons entrer dans le débat avec nos invités qui sont là. Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry, déni des engagements du pacte social. Une malédiction pour l'Afrique, c'est notre grande interrogation ce matin. Justement, on parle d'un pays qui va très mal. Et notre pays également, le Cameroun, va mal. Depuis samedi dernier, eh bien, on se souvient toujours de Kumba et on s'en souviendra toujours. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Vous vous croyez seul, mais vous ne l'êtes pas. Nous sommes de tout cœur avec Kumba. Nous sommes de tout cœur avec vous. Et sans oublier justement que nous en parlons depuis hier justement de cette information qui nous vient de Kumba. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est la Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry. Déni des engagements du pacte social. Une malédiction pour l'Afrique. C'est notre grande interrogation de ce mardi matin. Je vais me tourner vers Patrick Sapar. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à la pointe de votre savoir-faire, Steve Jocelyn Goss. Bonjour aux consultants qui vont m'accompagner sur cette plateforme tribunicienne ce matin. Je n'ai pas oublié le doigté exceptionnel des techniciens qui vont certainement permettre encore, comme d'habitude, que nous arrivions à la diffusion de la lucidité des éléments et des cordes qui confortent justement les relations perfides franco-occidentales et africaines. Bonjour à l'Afrique, bonjour au monde. Alors, je vais directement dans ce que vous avez balancé dans le chapeau tout à l'heure pour exprimer l'indignation parce que je n'ai pas été sur un plateau pour essayer de coller ma voix à tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire indignation, tristesse, désolation au niveau de la masse camerounaise pour des enfants, de jeunes enfants qui ne demandaient qu'à se voir bercer leur premier pas vers la conquête de la connaissance et aiguiser par voie de conséquence leur conscience intellectuelle, qui ont été stoppés net dans cet élan-là par des gens sans foi ni loi, des écervelés sans foi ni loi. Mais justement, quand on rentre en profondeur dans cette question-là, il est temps
pour que Paul Biya commence à aménager des conditions pour libérer l'espace, parce que le Cameroun n'est pas la propriété de Paul Biya. Je ne sais pas, vous avez demandé que ce sujet-là soit traité après, mais je signale que cela fait exactement 1 an. 3 semaines, un peu plus de 3 semaines qu'on a tenu à Yaoundé ce qu'on avait appelé le grand dialogue national, qui a laissé des résolutions et des recommandations qui allaient permettre prétendument qu'on allait circonscrire ce problème-là, et qu'il était totalement irresponsable, inconséquent qu'on engage une année académique, une année scolaire, alors que la situation n'est pas quiète du tout en zone anglophone. Je n'ai pas besoin de rappeler, puisque la conscience nationale et internationale sait ce qui s'est passé à Kumba il y a pratiquement 5 jours aujourd'hui. Donc il faut absolument qu'on rentre de plein fouet dans cette question-là et demander, rappeler à Paul Biya que le Cameroun n'est pas sa propriété personnelle, c'est la propriété collective de tous les Camerounais. Parce qu'à ce moment-ci, je me serais attendu qu'il se soit rendu au chevet des familles qui sont en deuil, au lieu de préparer des commissions interministérielles pour aller dire tout et n'importe quoi, parce qu'on a eu coutume de connaître ça depuis que cette crise a commencé il y a 4 ans aujourd'hui. Alors, je parlais de ce dialogue-là qui était un congrès du RDPC, Rassemblement démocratique des petits copains, déguisé en dialogue, et qui n'a rien délivré. Ça, la preuve, c'est que nous sommes 1 an, quelques semaines plus tard, la situation n'a guère évolué, on est toujours dans l'incertitude, et nous avons perdu nos enfants là-bas, une dizaine, avec des blessés qui sont collés à ça. Donc il faut absolument que la colère se fasse là-dedans, et que les mobilisations au niveau du Cameroun se fassent pour indiquer que le Cameroun, c'est la propriété collective de tous les Camerounais, et que ce n'est pas la propriété personnelle de Paul Biya, encore moins d'un groupuscule d'individus tapis à Yaoundé pour prendre des décisions maladroites au nom d'un peuple dont ils ne sont pas légitimes. Merci beaucoup Patrice Apak d'être là ce matin. Merci également pour votre coup de gueule. Docteur Jean-Paul Bellet, bonjour, bienvenue à vous. Oui, bonjour Steve. Sur ce sujet-là, je suis un peu froissé en fait, parce que lorsque un pays est en difficulté, on l'a vu avec la France, les États-Unis et d'autres pays, qui souvent même sont en tort vis-à-vis d'autres pays dans le monde, c'est pas le moment de, de commencer à dire du mal sur soi, c'est-à-dire être négatif vis-à-vis de soi. Je pense, quelle que soit l'animosité qu'on peut avoir pour Paul Biya, le Cameroun n'appartient pas à Paul Biya, mais le Cameroun n'appartient pas aux pays étrangers non plus. On va pas se soumettre parce qu'il y a des gens, des malfrats, qui sont les esclaves des étrangers, qui massacrent les enfants. Maintenant, on leur sert le tapis rouge. Mais non, on est en guerre. Et la guerre, c'est depuis la colonisation. Ok, on n'est pas libéré de la colonisation. On s'appelle le néocolonialisme. Mais néo veut dire nouveau colonialisme. On y est dedans. La guerre, c'est la guerre. En guerre, les gens, ils meurent. Et là, on a affaire à des frères, c'est même plus des frères, à des voyous qui sont des esclaves des étrangers. C'est clair ou c'est pas clair? Donc Paul Biya n'a rien à voir là-dedans. Le premier ennemi n'est pas Paul Biya dans ce cas. Le premier ennemi, c'est les étrangers qui paient ces gens-là. Et ces gens-là sont leurs esclaves. Et il faut en finir. Donc, en réalité, ce qu'il faut demander, c'est que l'armée y aille. Et en plus, nous menons la guerre contre le monde entier. Parce que l'impérialisme, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est l'Allemagne. C'est ces pays-là qui ont des bombes atomiques d'ailleurs. Et il faut qu'on en ait nous aussi. C'est la guerre. C'est ça, il faut être dans le conflit. Et Paul Biya n'a rien à... Que ce soit Paul Biya ou un autre, ou même si ça avait été Oumniobé, la guerre, c'est la guerre. Et nous, on doit la gagner. Et malheureusement, pour nous, on a des frères qui sont des esclaves des étrangers. Donc le Cameroun n'appartient pas aux étrangers non plus. Le Cameroun appartient au Cameroun, y compris à Paul Biya. Et je ne suis pas un partisan de Paul Biya. Je ne suis pas du RDPC. Je n'ai jamais milité d'ailleurs dans le RDPC ou dans toute autre parti affilié. Politique, non, non. Ce n'est pas un ping-pong ce matin. Patrick Sapak, bonjour. On vous a dit qu'on va vous revenir avec vous, Patrick Sapak. Je vais me tourner vers Patient Parfait Dom. Patient Parfait Dom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Ngoz, bonjour à Patrick, bonjour au docteur Mbelek. Bonjour à tous les téléspectateurs de DBS La Matinale, à nos nombreux fan club disséminés à travers le monde, à nos valeureux techniciens. Ce matin, évidemment, nous avons échangé hier à 9. Il n'était pas question qu'on parle du drame de Kumba ce matin. Pas du tout. Mais, comme l'a dit Patrick, je n'ai pas, depuis que ce drame s'est produit, dit un traître mot sur la situation. Je commence d'abord par m'incliner devant la dépouille de ces innocents. Je les appelle les innocents de Kumba. J'insiste là-dessus parce qu'un enfant est un ange. On ne peut pas, quelle qu'en soit la posture que nous avons par rapport à ce conflit, accepter ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé est inacceptable. Ceux qui ont commis ce forfait, ils doivent être pourchassés
jusque dans le dernier retranchement et être livrés à la justice. Et la rigueur de la loi doit s'appliquer sur eux de manière absolue, sans concession. Je m'incline devant la dépouille de ces anges, de ces innocents. Mes sincères condoléances à leur famille, mes vœux de prompte guérison aux nombreux blessés qui continuent de souffrir dans les hôpitaux. Et c'est l'occasion pour moi de lancer aussi un appel aux pays amis qui hébergent la plupart de ces sémeurs de haine. J'ai vu une vidéo hier. Monsieur Eric Takou a été agressé aux États-Unis, dit-il. Monsieur Eric Takou, là, dans l'une des vidéos, il est celui qui dit clairement, soi-disant aux ambazoniens, que celui qui met les pieds dans une école, il faut le tuer. Et il vit aux États-Unis. Je crois que la diplomatie américaine ne pourra pas accepter que un djihadiste qui promet la mort aux États-Unis vive au Cameroun sous la protection du Cameroun. C'est inacceptable. Et je suis de ceux qui pensent que la diplomatie camerounaise doit être un peu rigide sur cette question. Je ne parle pas des autres donneurs d'ordre ambazoniens qui sont à l'étranger et qui continuent d'encourager ces jeunes drogués, parce qu'en réalité, ce n'est même plus la question politique dont il s'agit. C'est un groupe de jeunes drogués qui se permet de donner la mort. Comme on l'a vu à Kumba, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Les débats politiques, on va le faire. Tout le monde connaît ma position par rapport au grand dialogue, par rapport à la crise anglophone. Ce que j'ai dit reste valable. Nous vivons là les excroissances de ce que j'appelle le contentieux historique. Tant que cette question n'est pas réglée, Mbelek a commencé à balbutier là-dessus tout à l'heure, on va continuer à subir ce que nous subissons. Nous sommes le seul pays au monde, je suis convaincu, où deux entités ont obtenu leur indépendance, si on peut parler ainsi, 2 jours différents. On n'a jamais vu. Alors qu'on avait tout prévu pour que cela n'arrive pas. Au point aujourd'hui des SRVD, sous le fallacieux prétexte dans la conquête d'une chimère qu'on appelle une indépendance de leur État ambazonien qui n'existe que dans leur tête, peuvent se permettre de commettre ce que nous avons vu à Kumba. C'est inacceptable et il faut les traquer. La deuxième chose, nous sommes dans les réseaux sociaux, nous sommes dans la vie civile et politique. Ces politiciens de la 25e heure qui passent leur temps à essayer de noircir, d'indexer l'armée camerounaise en disant que ce qui s'est passé en Garbou, c'est ça qui s'est passé à Kumba. C'est faux. En Garbou, c'était une erreur, une bavure de l'armée, d'abord d'une partie de l'armée allée en reconnaissance d'un groupe terroriste qui a pensé donner le coup de feu sans l'ordre de sa hiérarchie. À Kumba, c'était un acte prémédité, c'était un crime prémédité par une bande de drogués, sans foi ni loi, qui ne peuvent pas comprendre que les enfants sont des anges. Alors, ceux qui font ces comparaisons, ceux qui veulent noircir l'armée, ceux qui veulent mettre l'armée en difficulté, veulent dénigrer l'armée en faisant croire que c'est l'armée qui a commis ces crimes et qui écume les plateaux de télévision, qui écume les réseaux sociaux, qui ne cachent même pas leur soldaterie, j'allais dire leur fraternité avec un parti politique. Attention, demain vous serez au pouvoir, parce que c'est le vœu de tout parti politique, on pourra vous le retourner. Maintenant, dans le fond, comme je l'ai dit, dans le fond de la question du Nord-Ouest, la question de la crise anglophone est une question éminemment politique. On finira par se retrouver sur une table pour régler cette question. On ne pourra pas régler cette question uniquement par les armes. C'est ça le problème. Si ça aussi, on ne veut pas le voir, ça veut dire qu'on joue le touche. La question est plus profonde que de prendre une arme et de descendre un groupe. Si c'était évident, ça fait 4 ans que cette affaire-là dure. On aurait vu qu'on aurait eu des résultats. Pourquoi on n'a pas de résultats? Parce que politiquement, nous avons pris des mauvaises décisions. On est nuls. Et c'est pour cela que nous n'avançons pas sur ce chantier. Merci. Prendre ces décisions politiques, aller dans les négociations politiques ne met pas fin à la guerre. Puisque maintenant nous sommes en guerre, tout le monde l'accepte enfin. On peut continuer, mais à contraindre
parce qu'on a assez affaibli l'ennemi, de l'amener finalement sur une table de négociation. Même la guerre aux États-Unis, ce qu'on avait appelé la guerre de sécession, avait fini pour les différents protagonistes, de se retrouver autour d'une table. Au Sud-Soudan, on a fini par se retrouver autour d'une table. Même avec Boko Haram, il y a des voix qui se lèvent pour dire est-ce qu'on ne peut pas négocier avec Boko Haram? Vous avez vu les États-Unis qui négocient avec les Afghans, comment on les appelle encore? Les talibans afghans. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes les fils et les filles d'un même pays. Pourquoi on ne peut pas discuter? Mais ceux qui ont organisé et commis les crimes de sang doivent être pourchassés et condamnés avec les rigueurs de la loi. Et j'ai été un peu très gêné parce que j'ai vu Ayuk Tabé qui a produit un communiqué qui disait c'est Samuel Ikome, ce sont ces troupes qui ont commis cet assassinat, ces assassinats de masse pour ces enfants. Je peux seulement leur retourner la question. Vous voyez donc la vacuité de la stratégie et de la ligne que vous avez adoptée. Mais une fois de plus, si je sors par là, il s'agit, la responsabilité incombe à l'État du Cameroun. En premier, au président de la République, en premier, de n'avoir pas su saisir la perche au moment où il fallait le faire pour qu'on n'en arrive pas là. Toute guerre, quand elle est déclarée, elle produit, n'est-ce pas, ses extrémités et son visage ignoble, n'est-ce pas, de la guerre. Là, on a franchi une étape, on a plus affaire à des êtres humains, on a affaire à des gens qui sont pires que des animaux, et ça, il faut que cela cesse rapidement en prenant des mesures à la fois politiques, mais surtout, sur le plan militaire, il faut passer à un autre niveau de l'engagement de notre armée pour ne pas non seulement traquer ces drogués-là, mais les éliminer, parce que ce qui s'est passé à Kumba, aucune nation au monde ne peut l'accepter. Aucun être au monde ne peut accepter que ces enfants soient brutalement, soit lâchement, mais soit aussi violemment assassinés comme ce qu'on a vu à Kumba. Je ne suis pas sûr que tout ça s'est fait avec des armes. J'ai l'impression que même les machettes ont atterri sur la tête des enfants. Qui peut accepter ça pour son enfant? Qui peut l'accepter? Personne. Personne. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, je salue mes copanélistes, je salue l'Afrique, je salue le continent africain, je salue le monde, je salue tous ces Africains-là qui, chaque matin, n'est-ce pas, prennent un peu de leur temps pour justement se câbler sur DBS la matinale et pour nous écouter. Je voudrais saisir la pêche qui m'a été tendue justement par par les précédents orateurs pour justement m'interroger sur le silence des ONG. Très souvent, quand il s'agit de l'armée camerounaise, comme l'indiquait tantôt le grand frère patient, eh bien, tout de suite, il y a des déclarations, des points de presse qui sont organisés, il y a des conférences de presse qui sont organisées, il y a des communiqués qui sont, de condamnation qui sont signés, qui sont rendus publics. Eh bien, nous sommes rendus, je crois, au 4e jour, au 5e jour de cette affaire-là, qui concerne les enfants âgés de 9 à 12 ans. Eh bien, j'attends le son de cloche des ONG, que ce soit celle d'ici ou d'ailleurs. Eh bien, apparemment, vous allez encore attendre un peu. En tout cas, j'attends. Messieurs, le débat qui nous intéresse ce matin, Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry, déni des engagements du pacte social, une malédiction pour l'Afrique, c'est notre grande interrogation, même si les uns et les autres auraient voulu justement parler de combat. Ce matin, ce n'est pas le cas, messieurs, parce que jusqu'à preuve de contraire, je pense que le débat a eu lieu sur d'autres chaînes et sur d'autres cieux. On en a longuement parlé, c'est une tristesse, on le sait, mais on n'a pas besoin de remuer le couteau dans la plaie. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous, voici le débat. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h ce matin. Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry, déni des engagements du pacte social. Une malédiction pour l'Afrique, c'est notre grande interrogation ce matin. Eh bien, nous allons justement débattre sur ce sujet ce matin. Messieurs, jusqu'à preuve de contraire, Alpha Condé a réussi, en tout cas, à gagner cette élection par 59% des suffrages exprimés dès le premier tour, alors que tout le monde s'attendait au second tour, lorsqu'on sait pertinemment que son principal opposant
opposants se levaient d'ailleurs pour déclarer haut et fort dès les premières heures, il faut le dire, de la matinée, pour dire qu'il avait 50%. Et jusqu'à preuve de contraire, il y a pas mal de personnes dans les rues pour dire non à ce nouveau mandat d'Alpha Condé, qui, il faut également le rappeler, avait déclaré haut et fort qu'il ne fera pas un troisième mandat. On note également le silence exemplaire de l'Union africaine de la CEDEAO devant une forfaiture d'ampleur jamais égalée. Pendant ce temps, du côté de la Côte d'Ivoire, eh bien, le 31 octobre, c'est dans les jours à venir, eh bien, jusqu'à preuve de contraire également de ce côté-là, on s'attend à ce que l'élection se déroule en tout cas le 31 octobre prochain, mais on ne sait pas, justement, mettre en pratique la constitution du pays. Patient parfait, donc je vais me tourner vers vous ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce une malédiction sur le continent africain que dès qu'il y a une élection, tout de suite, on se lève, des voix se lèvent pour dire qu'ils ont justement, eux, gagné cette élection? La question des élections en Afrique est une question récurrente, mais il faut mettre un bémol. Disons précisément, ces difficultés se posent dans ce qu'on appelle l'Afrique francophone. C'est dans le précaré français, en Afrique francophone précisément, et on voit que la Guinée de Sékou Touré, il y a un recul, il y a un retour en arrière. On voit comment les successeurs de Sékou Touré ont mis un point d'honneur à essayer de rentrer dans la bonne grâce de Paris. À partir de ce moment-là, cette culture au sein de la France-Afrique a pu aussi déteindre de nouveau la Guinée. C'est quoi? C'est le manque d'un consensus républicain sur l'ensemble des grandes questions qui se posent dans un pays, précisément la question, n'est-ce pas, des élections. Tout à l'heure, on a parlé de la question de Kumba, et vous voyez l'absence de ce consensus républicain. Je rappelle qu'en 2018, je disais que l'élection présidentielle, cette organisation ne servait à rien. Ne servait à rien si on n'avait pas, de manière prioritaire, réglé la question anglophone. On voit qu'aujourd'hui, comment elle continue d'avoir des manifestations et des conséquences néfastes sur la vie des nations. Je peux vous dire, depuis 5 jours, beaucoup d'entre nous ont eu des cauchemars. Peu de gens ont dormi. On est hanté par le cauchemar de ces innocents de combat. Donc, c'est le cas au niveau de l'Afrique par rapport à ces élections. Les gens vont aux élections, il n'y a pas un consensus à minima, ni sur les règles, ni sur la commission électorale, ni sur le processus électoral généralement, ni même sur la loi électorale qui doit essayer d'organiser tout cela. À partir de ce moment-là, on ne peut pas être étonné de ce qui arrive, premièrement. Dans le cas de la Guinée, comme dans le cas de la Côte d'Ivoire, nous sommes face à ce refus, il faut le dire comme ça, de pouvoir sortant, oui, d'accepter de s'asseoir autour d'une table avec le reste des autres acteurs politiques pour qu'ils arrêtent les règles qui doivent organiser ces élections de manière consensuelle. Dans les deux cas, nous sommes face à des présidents qui ont décidé de faire un troisième mandat, avec les conséquences que nous savons, en modifiant les constitutions, en piétinant les constitutions, en se dédisant, n'est-ce pas, la parole n'a plus de sens, et si la parole donnée n'a plus de sens, oui, vous vous rendez compte que pour le cas de la Côte d'Ivoire, M. Ouattara avait carrément dit à Mondo Vision que lui, il ne se représente pas. Il a trouvé un fallacieux prétexte parce que son premier ministre qui était candidat désigné par lui-même de son parti était décédé et tout le monde savait que Amadou Gon Coulibaly était malade et qu'il ne pouvait pas aller jusqu'au terme, n'est-ce pas, de cette élection étant vivant. Parce que Gon Coulibaly est décédé, Ouattara dit « Ah, maintenant je dois revenir aux affaires parce qu'il y a eu cette histoire. » Et il revient aux affaires avec des arguments qui sont extrêmement dangereux et graves. Il dit « Je suis là pour protéger les habitants du Nord et pour protéger les musulmans. » Il faut arrêter, n'est-ce pas? La politique ne peut pas nous conduire à tout, ne peut pas mener à tout. Ça, c'est d'un. Pour le cas de la Guinée, on voit au niveau des décomptes, n'est-ce pas, de voir les fameux PV qui font maintenant l'objet de querelles un peu partout en Afrique francophone. On voit que Tony Dalon Diallo, il montre qu'avec les PV qui sont à sa disposition, c'est lui qui a gagné l'élection. Oui. De l'autre côté, nous avons une commission électorale dite indépendante qui démontre que c'est la base des PV que lui là, c'est eux qui ont gagné les élections. J'espère qu'ils n'ont pas la même loi comme la loi camerounaise qui dit qu'en cas de conflit, seuls les PV qui sont entre les mains de Elecam sont censés être les PV qui font foi. Bon, si c'est le cas, alors là, complètement, on est dans des paradigmes qui ne peuvent pas aider l'Afrique à grandir. Souvent, j'entends les gens dire
la démocratie n'est pas africaine, il faut faire autrement. Mais ces mêmes gens qui nous disent qu'ils sont contre la démocratie et qui disent que la démocratie n'est pas africaine, ils soutiennent quand même des gens qui passent par des, entre guillemets, des processus démocratiques pour s'éterniser au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il s'agit aussi ici du jeu de l'Occident. Du jeu de l'Occident. On peut faire des comparaisons. Ce qui se passe en Guinée au même moment, il y a une élection qui s'est passée quelques jours avant en Biélorussie, je crois. Regardez l'engagement des Occidentaux par rapport à la Biélorussie, à son soutien à l'opposition biélorusse. Et comment ils sont en train de pourfendre, n'est-ce pas, le gouvernement sortant de Biélorusse, de M. Loukachenko, je crois. Oui. Mais regardez le silence assourdissant. Je dis bien le silence assourdissant de ces ONG, de ces Occidentaux, par rapport à ce qui se passe en Guinée-Conakry et en Côte d'Ivoire, où, je vous le rappelle, il y a déjà des morts. C'est la candidature, la énième forfaiture de M. Ouattara a créé déjà des dizaines et des dizaines de morts, oui, en Côte d'Ivoire. Donc, voilà la question qu'on peut se poser. Et en dernier ressort, pour sortir de là, on peut valablement se poser la question, nous les Africains, en fait, qu'est-ce que nous voulons? Sommes-nous prêts à, en fait, être des êtres qui doivent être respectés sur la face du monde? Sommes-nous prêts à nous battre pour la quête de notre souveraineté? À quoi ça sert de vouloir s'imposer, imposer sa personnalité, imposer son clan, imposer son pouvoir à l'ensemble des citoyens de ton pays, alors que concrètement, on voit bien qu'il y a un problème, les gens ne sont pas d'accord. En attendant de trouver une solution authentiquement africaine de la question, comment on fait pour désigner, pour le moment, le chef qui doit être celui-là qui dirige, n'est-ce pas, nos États pour un moment. Le choix qui est le choix de la démocratie, je suis désolé de dire, les premiers pourfendeurs de la démocratie, ce ne sont pas ceux qu'on indexe souvent étant dans l'opposition. Ce sont ceux qui sont au pouvoir, qui ne respectent ni les lois, mais surtout qui font tout pour s'accrocher au pouvoir avec la bénédiction, justement, de l'étranger, parce que pour la plupart des cas... Pourquoi justement attendre toujours la bénédiction de l'étranger? Mais c'est là le problème, ce sont les hommes liges qui sont là pour les intérêts de l'étranger et non pour les intérêts de leur propre pays. Le cas de la Côte d'Ivoire est patent. Parce que le conflit ivoirien s'est passé devant, à Mondial Vision, devant toutes les caméras du monde. Il n'y a rien qui soit caché dans la crise ivoirienne. Quelqu'un peut dire qu'il va chercher un livre d'histoire pour comprendre. Tout s'est passé devant tout le monde. On a vu comment les forces françaises, comment M. Nicolas Sarkozy, bon, je crois que vous êtes au courant que ce monsieur, il a été inculpé dans l'affaire de la question libyenne, n'est-ce pas, l'argent sale de la Libye. Donc, ce criminel-là, moi je le dis clairement, c'est un criminel de guerre, je suis prêt à prendre un procès pour cela, a décidé, un jour à Mondial Vision, qu'il va aller attaquer un État souverain. Il a envoyé son armée attaquer un État souverain, avec la complicité de l'ONU, évidemment. Pourquoi? Tout simplement parce que le président de cet État souverain qui était Laurent Gbagbo ne lui plaisait pas. C'est un type qui, comme les Français eux-mêmes disent, il avait un nationalisme échevelé. C'est-à-dire que c'était mauvais pour le reste du monde. Mais quand eux s'attaquent aux musulmans, comme M. Macron l'a fait, là c'est l'exception française. Mais si quelqu'un défend son pays, on lui est d'un nationalisme échevelé. Donc je pense que ce qui se passe en Afrique, c'est l'irresponsabilité des décideurs de moment en Afrique qui ont l'impression qu'ils vont rester comme ça à vitam aeternam au pouvoir en faisant ce qu'ils veulent, en oubliant qu'ils sont au service du peuple, mais ce n'est pas le peuple qui est à leur service. Ils ont transformé, ils ont inversé plutôt cette conception des choses. C'est le peuple qui est à leur service, c'est le peuple qui devient leur esclave, et eux, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Voilà notre problème, cette incapacité des Africains d'avoir un consensus à minima pour essayer d'organiser, n'est-ce pas, ce que vous appelez vulgairement le vivre ensemble dans tous les compartiments de la vie d'une nation. Et à partir de ce moment-là, nous ne serons pas encore sortis d'auberge tant que ces gens vont continuer de se comporter de cette manière. Patrick Sapa, qu'il y a une loi sur le continent africain, cette loi c'est celle-ci, on ne peut pas organiser une élection pour la perdre. Et on a l'impression que jusqu'à preuve de contraire sur le continent africain, ceux qui organisent l'élection, cela veut dire le pouvoir en place, ne l'organisent pas finalement pour la perdre. Sauf chez les anglophones. Au Ghana, on a vu les gens organiser les élections et les perdre. Je vous parle en tout cas dans l'Afrique francophone. Bon, voilà, sont précis. Je lui pose la question à lui. Alors c'est vrai, il est
exigible formellement, justement, de contingenter dans l'analyse, justement, les deux segments, en termes de géographie et en termes d'origine sur le plan colonial. C'est-à-dire la zone anglo-saxonne, la zone arabe ou encore la zone francophone. L'Afrique, c'est 54 pays. Mais il y en a 15 qui tirent tout le continent vers le bas parce que non seulement ces 15 pays-là sont dépositaires de 53% de la richesse africaine en termes de richesse multidimensionnelle, mais ce sont des dirigeants qui sont positionnés systématiquement par des couloirs qui n'ont rien à voir avec les couloirs orthodoxes, c'est-à-dire le suffrage populaire. C'est l'Afrique francophone. C'est pour ça que quand vous rentrez dans l'analyse du pacte social, qui est une malédiction pour l'Afrique, parce que justement, vous avez parlé du déni des engagements, vous allez circonscrire ça en deux périodes, c'est-à-dire la période des indépendances, entre guillemets, pour parler de l'Afrique francophone, jusqu'au vent d'Est de 1990, vent d'Est avec la chute du mur de Berlin, le 10 octobre 1989, eh bien, là-dedans, on positionnait systématiquement les chefs d'État au nom du degré de leur docilité vis-à-vis des intérêts français. Alors, quand on est arrivé à partir de ce moment-là où on a ramené, après le discours de la Baule du 20 juin l'année d'après, c'est-à-dire en 1990, là-bas avec Mitterrand, eh bien, il fallait changer de paradigme. Sauf qu'il fallait toujours garder la mainmise sur ces pays-là. Et donc, on a réfléchi. Alors, il y a deux mécanismes. Les hold-up, les escroqueries politiques déguisées en élection, ce que j'appelle les hold-up électoraux. Ensuite, les coups d'État. Vous comprenez? Alors, en 1990 jusqu'en 2000, on a surfé sur le premier volet. C'est-à-dire les escroqueries politiques déguisées en élection, les hold-up électoraux, organisés par des administrations territoriales pour la plupart de ces pays-là. Maintenant, à partir de 2000, on s'est retrouvé avec autre chose. Les coups d'État préparés, des rébellions fabriquées pour venir mettre mal à l'aise ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'orthodoxie. Confère la charte de l'impérialisme. La prochaine fois que je vais arriver sur ce plateau, je serai avec ce document central qui regorge l'élément du code de ce combat fondamentalement. Alors, vous allez voir, comme j'étais en train de parler du général pour revenir au particulier, parce que le particulier, c'est la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry. Mais vous allez remarquer qu'en 2002, il y a des mal au père. Avec Chirac, décide d'ensevelir l'article 59. Parce que le premier pacte social, par exemple, le pacte social, il faut bien éclaircir ça aux populations, à la masse africaine, c'est la loi qui gouverne un État, la loi fondamentale qui est la Constitution. C'est un pacte social entre les gouvernants et les gouvernés. Vous comprenez? Alors, quand on a posé ce pacte social, c'est lui qui doit désormais guider, sécréter nos sensibilités par rapport à la production des politiques publiques. En 2002, décembre 100 ans, et Yadema et Chirac pense que ce gars-là, il faut qu'il fasse des aménagements dans la Constitution qui prévoit qu'on doit avoir un mandat formel de 5 ans une fois. Alors, il faut dégager cet article 59. Mais maintenant, puisque ce monsieur souffre de la prostate depuis qu'il a pris le pouvoir en 1972 là-bas, il peut s'évaporer de la vie à tout moment. On lui dit, bon, pas la transfusion transgénérationnelle des convictions politiques, eh bien, il faut préparer déjà quelqu'un qu'on va pouvoir contrôler. Faure et Yadema. Et donc, à ce moment-là, Faure, il a 35 ans, il a 34 ans. On lui dit réaménage. L'article qui fait que la limitation, la prétention à la candidature, l'âge, c'est 45 ans, ramène à 35 ans parce qu'on ne sait jamais. Mais il ne croyait pas si bien dire, puisque 3 ans plus tard, après l'escroquerie politique qui est intervenue l'année d'après, c'est-à-dire en 2003, eh bien en 2005, il est mort dans l'avion et vous savez très bien la suite au Togo. Donc, quand on sort de là, on va en N'Djamena pour retrouver notre ami Idriss Déby. En 1999, il avait signalé qu'il ne se présenterait plus, quelles que soient les circonstances. Alors, en 2004, on sentait que l'affaire s'y pouvait mettre mal à l'aise. Vous savez que le Tchad, c'est un réceptacle énorme, justement, d'ensevelissement de l'Afrique centrale, la vie en Afrique centrale, avec tout ce que nous connaissons, la Séléka et tout ça là, tout est parti de là-bas. Et donc, c'est là-bas qu'on a utilisé, c'est ce pays-là qu'on a utilisé comme épicentre pour descendre en Centrafrique. Et dans la prolongation, faire tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Les Boko Haram sont passés par ces zones-là. Alors, Idriss Déby va toucher
aussi les deux éléments, les deux verrous. Verrou sur la limitation des mandats présidentiels. Il dégage également in extenso la limitation de l'âge à la prétention dans la candidature, ce qui était aussi de 45 ans au Tchad. C'est revenu à 35 ans. Allez savoir pourquoi. Donc, dès que cela est terminé, on aboutit au Cameroun. 2008, Paul Biya a été installé au pouvoir en 1997 à la suite justement de la constitution du 18 janvier 1996 là-bas pour tenir un mandat de 7 ans renouvelable une fois, donc il devait s'achever en 2011, et bien en 2008, puisqu'il sentait qu'il pouvait encore avoir la préemption de gouverner, eh bien on est parti au Parlement avec la mission là-bas, la seule mission des parlementaires, c'est de dormir et d'applaudir, et donc pour accepter que l'article 6 alinéa 2, la Constitution qui faisait que le chef de l'État est élu pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois soit évaporé, et désormais on disait le chef de l'État est élu pour un mandat de 2 fois, un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Désormais, le 6.2, c'est le chef de l'État élu pour un mandat de 7 ans renouvelable, point, en 2008. Ça veut dire qu'il peut se représenter ad vitam aeternam. Allons donc au Burkina Faso, retrouver notre ami Blaise Serial qui l'a comparé en 2013. Lui, il a promulgué une constitution qui faisait qu'il devait être candidat, il devait être président sur 5 ans, renouvelable une fois. C'était l'article 37. Et bien dans le palais de Kosiam, au niveau de Ouagadougou, on a commencé à réfléchir. Différent puisqu'il est arrivé à la fin de ce deuxième mandat-là. Il faut, non, c'est lui qui tient, c'est le seul qui peut gouverner, parce que s'il n'est pas là, nous sommes morts au Burkina Faso. Alors, vous savez très bien ce qui est arrivé avec cet article 37 qui limitait les mandats présidentiels. On sort de là, on va au Congo-Brazzaville, où notre ami Sassou Nguesso... Oui, je suis en train de partir au général pour revenir sur le particulier. Finissons en terminant ça, parce qu'il y a encore d'autres personnes qui vont prendre la parole. C'est la pédagogie qu'on doit apporter. Dommage qu'on n'ait pas beaucoup de temps pour ça. Donc, Sassou Nguesso a 3 verrous qui l'empêchent de se présenter à la candidature de 2016. C'est-à-dire l'article 57 qui limite les mandats présidentiels à 5 ans renouvelables une fois, l'article 185 alinéa 3 qui interdit toute intention de toucher à l'article 57, ça c'est le deuxième verrou, et l'article 58 qui limite l'âge de la prétention à la candidature à 70 ans. Au moment où cela doit se passer, l'élection doit se tenir en mars 2016, eh bien, il devait avoir 73 ans. Donc, il était out sur les 3 verrous. Qu'est-ce qui se passe? On va à Sibiti. C'est dans le département de Lekumu au niveau du sud du Congo pour organiser une escroquerie politique qu'on appelait référendum là-bas pour faire évoluer les institutions. Écoutez-moi ça. Donc, ça, c'était simplement l'objectif, c'était pour dégager tout ce qui était mis comme verrou et revenir à la candidature pour que, aujourd'hui, qui est le président au Congo, Brazzaville, puisque ils ont maintenant un élément qu'on appelle un coup KO. Un coup KO, ça veut dire que vous avez des élections qui se tiennent à 2 tours. Alors, on fait tout pour ne pas arriver au deuxième tour. Donc, avec une majorité relative, c'est ce que Patient expliquait tout à l'heure, puisqu'on va y arriver avec la Guinée-Conakry, où on a dit, bon, il faut faire éviter le deuxième tour. Donc, on s'en va, on ne pense plus au second tour. Donc, parce qu'il faut faire le coup KO avec ceux qui doivent donc organiser les élections. Parce qu'on s'est déjà dit, celui qui gagne les élections, c'est pas celui qui vote, mais c'est celui qui proclame les élections. Alors, on s'aménage justement l'appartenance au groupe qui proclame les élections avec des gens qui sont pro-régime, donc ceux qui organisent les élections. C'est pour ça que c'est compliqué. Et donc, justement, pour faire la différence avec la zone anglophone, c'est que vous avez ce qui s'est passé en Zambie en 2001 avec Frédéric Chiluba qui voulait toucher avant que Lévi Mwanawasa arrive en 2002, parce que en Zambie, ça n'a pas pu marcher. Oui, on est passé au Nigeria, malgré la dévolution de pouvoir qui avait été actée en 2009, en 1999, pour dire que depuis c'était les militaires, maintenant ce sera cyclique. Les nordistes, quand ils ont le pouvoir, les sudistes en assument la vice-présidence. Eh bien, Obasanjo et les autres ont voulu en 2006 penser à cette histoire-là. On leur dit, faites attention, n'essayez même pas d'imaginer à cet instant que ça peut se produire. Donc, c'est pour vous montrer la différence du comportement sur le plan de l'acceptation et de la compréhension politique au niveau de la zone anglophone, mieux qu'au niveau de la zone francophone, où vous avez des peuples qui ont des bétails électoraux qu'on fabrique simplement pour aller organiser des escroqueries politiques et des banditismes démocratiques. Alors, on va arriver au particulier tout à l'heure, dans la deuxième partie de mon intervention, pour trouver justement la Guinée-Conakry et puis la Côte d'Ivoire.
La Guinée-Conakry, sans oublier la Côte d'Ivoire, pour pas également oublier que Alpha Condé avait déclaré haut et fort qu'il ne fera pas un troisième mandat. Ce fut également le cas pour Alassane Dramane Ouattara qui avait déclaré haut et fort qu'il ne fera pas un troisième mandat. Malheureusement, les deux pays aujourd'hui connaissent justement ces deux présidents de la République qui veulent faire justement un troisième mandat. Il y a aujourd'hui Albert Anatola ici. Eh bien, Alpha Condé a été déclaré vainqueur à 59, je sais pas combien %, comme c'est ce qu'il a déclaré en tout cas. Et aujourd'hui d'ailleurs, il a eu des félicitations qui lui venaient de la France et de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais on se pose quand même la question. Pendant ce temps, c'est nous Alain Diallo qui déclarait lui au départ qu'il avait 50%. Où en est-il aujourd'hui? Oui, je voudrais d'abord répondre. Dans sa plus de parole tout à l'heure, Patient m'a dit quelque chose. Savoir que lorsque on est au pouvoir, on voudrait absolument conserver, ou bien quand on est à l'opposition, qu'on cherche à ménager véritablement les instruments démocratiques. Non. Même ceux qui sont dans l'opposition, lorsqu'ils arrivent aux affaires, ils adoptent les mêmes attitudes. C'est-à-dire qu'il faut exactement ce qu'ils reprochaient. Je crois que nous avons le cas de M. Macky Sall, qui nous parle assez de manière bruyante. Donc c'est juste une parenthèse. Disons que le personnage de Cellou Diallo me pose quand même un petit problème. Pourquoi? Parce que il a déclaré et mobilisé les Guinéens dans l'optique de ne pas accepter que la constitution guinéenne soit modifiée. Beaucoup de Guinéens sont morts pour ça. Oui. Beaucoup de Guinéens sont morts pour cela. Ce qui est paradoxal, c'est que M. Cellou Diallo, quand même, en dépit du fait que la constitution qu'il défendait ainsi que ses partisans a été modifiée, il va quand même aux élections tout en sachant qu'il va être perdant. Mais il va quand même à cette élection. Il y a quand même un problème là-dessus. Ça veut dire qu'il y a un gros problème. Ce qui m'amène à dire donc que justement, ces Guinéens-là sont morts pour rien. Deuxième chose, il me semble que là-bas, ils ont un organisme qui compile et proclame les résultats. Les deux candidats, d'abord, M. Cellou Diallo, il y en a qui estiment qu'il vient d'entrer dans le club très fermé, n'est-ce pas, des présidents élus. Alors, sans attendre justement la compilation de tous ces résultats, il s'est déclaré qu'il est élu. Sur la base de quoi? Sur la base des résultats qui lui parvenaient par WhatsApp et par SMS, d'après ce qu'il lui disait, même pas par PV. Alors qu'on était en train de compiler ces PV. Mais il parle justement des PV. Non, il parle des SMS. Et il parle des messages par WhatsApp que lui envoyait justement ses représentants dans les différents bureaux de vote, qui, faut le dire, au moment où il fait son annonce, ses déclarations, les résultats étaient encore compilés. Ça, c'est important de le préciser. Maintenant, pour revenir à la question centrale, le pacte social. Écoutez, notre patient a l'habitude de convoquer un élément fondamental, hein, c'est-à-dire que le fameux contentieux historique. Et ça, quand vous regardez la configuration ou la physionomie des lois fondamentales des pays africains, pour la plupart des pays africains, pourtant pour moi, vous allez constater que toutes ces constitutions sont rédigées dans l'esprit de la constitution française. C'est bien, c'est pratiquement des copier-coller. Ce qui suppose donc que ces documents-là comportent en lui-même déjà des germes de contestation. C'est vrai que le pacte social est dynamique. Il est dynamique. Maintenant, vous avez donc un autre problème, justement, avec les acteurs politiques, c'est-à-dire ceux de l'opposition, ceux du parti au pouvoir, qui, très souvent, s'étripent, pas pour le compte de la République, ou bien de l'État, ou bien des populations, mais pour leurs intérêts personnels. L'opposition pense que l'objectif, c'est absolument d'aller au pouvoir, d'accéder au pouvoir, et non pour autre chose. Ça, c'est faux. C'est une erreur. Parce qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez donc avec justement un paysage politique, j'allais dire des militants, qui ne sont pas formés et qui comprennent autrement les enjeux. C'est-à-dire que pour eux, lorsqu'on leur dit une élection, ça équivaut à une victoire. Si vous n'avez pas la victoire, ça veut dire qu'il y a eu tricherie, il y a eu fraude. Non. Je pense que c'est important. Et il faut également que certains personnages politiques apprennent à être fair play. Parce que lorsque vous acceptez à aller à une élection,
tout en sachant que le processus et le mécanisme est vicié. Vous devez l'assumer. Vous ne pouvez pas aller à une élection tout en sachant que le mécanisme est vicié. Vous créez, n'est-ce pas, ce que je pourrais appeler une crise post-électorale. C'est pas bon. C'est un peu pas sérieux. Si vous savez, je peux saluer en passant, justement, c'est que Pascal Affinguessan, que je n'aime pas beaucoup, et monsieur Henri Konan Bédé sont en train de faire du coup de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il faut éviter. C'est-à-dire que vous savez que tous les mécanismes sont viciés, eh bien, vous dites, vous ne partez pas. Parce qu'il ne faut pas justement apporter votre caution politique ou morale à une imposture ou à une forfaiture. C'est ça qu'il s'agit. Il faut être capable de prendre des décisions. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, il y a donc justement un ABC politique qui a été fabriqué de toutes pièces. Monsieur Kouadio Konan Bédé. Voilà. Qui a été fabriqué de toutes pièces justement pour crédibiliser cette forfaiture. Donc je pense qu'il faut justement que les politiques, c'est-à-dire que puissent justement être capables déjà de faire pression sur les gouvernants, c'est-à-dire sur le régime en place pour l'amener justement à mettre en place des instruments consensuels. Parce que si vous n'aboutissez pas à des instruments consensuels, c'est pas possible. Ça, c'est deux. Il faut également, à mon sens, que ce que vous appelez communauté internationale, finalement, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Et la communauté internationale, comme vous l'appelez, ne va jamais... Pourquoi elle a tendance à se mêler dans le jeu politique, n'est-ce pas, des pays africains, justement parce que cette communauté internationale a des intérêts. Nous parlons du cas de la Guinée-Conakry, nous parlons du cas de la Côte d'Ivoire, nous parlons de plusieurs cas. Donc, ça pose donc un problème parce qu'il y a des problèmes d'intérêt qu'il faut absolument préserver. Oui, c'est ça qu'il s'agit. Donc, ce qui fait donc il faut que ces hommes politiques qui aspirent, n'est-ce pas, à gouverner demain, changent de logiciel, parce qu'il s'agit d'un problème systémique. C'est-à-dire qu'ils changent de logiciel, parce que tout le temps, c'est le même logiciel, c'est la même redondance. Allez, vous partez du côté de la ED Congo, on a eu ça avec Fayoulou, vous venez au Cameroun, vous en avez également qui continue à occuper l'espace politique depuis 2018. Vous allez du côté, n'est-ce pas, du Gabon, vous avez c'est la même chose. Donc je pense qu'il faut qu'on souhaite un peu de ce logiciel. Donc je crois qu'il faut également que ces politiciens fassent preuve de créativité. Oui, il s'agit de ça. Très peu, certainement, sont très mal formés parce qu'ils sont politiciens de nom, mais qu'ils ne sont pas du tout politiciens. Absolument. Et on va également demander nos excuses, faire nos excuses, en tout cas, à tous les téléspectateurs qui m'écrivent actuellement, me disent qu'ils ont le son, ils ont l'image, mais ils n'ont pas de son. Ils ont également d'autres n'ont pas d'image, mais ils ont le son, juste le son, mais pas d'image. C'est quand même le gros problème que nous avons du côté de Yaoundé, sans oublier bien sûr du côté de Douala également, où les personnes sont en train de m'envoyer des messages de temps en temps pour me dire qu'on a un gros problème. Juste le son, mais pas d'image. On espère vraiment que nos techniciens vont tout mettre en œuvre pour retrouver, alors résorber ce problème ce matin. Messieurs, permettez-moi de lire ces messages malgré ma voix qui me joue des tours ce matin. Bonjour Steve, s'il vous plaît, dis à tes invités que normalement les coups de gueule ne devaient pas dépasser les 5 minutes pour te permettre de rentrer dans le vif du sujet. Je vous remercie Salifou depuis Lomé au Togo, surtout Parfait Patient et président Mandakani qui ont toujours des coups de gueule un peu longs, mais pas parce que je suis contre eux, c'est juste une remarque, respect à eux. Steve, vraiment notre ami Patrick a besoin de beaucoup de temps pour nous éclaircir davantage, hein, s'il te plaît. Laissez-lui le temps, mais demande-lui s'il te plaît de me laisser son contact WhatsApp. C'est Salifou Mola depuis Sodokodé au Togo. Face à cette barbarie, l'heure est vraiment, a vraiment sonné. Le gouvernement, je veux dire le président de la République camerounaise doit sonner la fin de la récréation. Il doit sévir pour mettre de l'ordre dans le pays. Trop c'est trop. Je partage la douleur des parents respectifs de ces enfants innocents. Azer depuis Agoué au Togo. Je suis Azer depuis Agoué au Togo. Bonjour tout le monde. Bonjour le plateau et à DBS TV. En Afrique, nous avons un sérieux problème de non-respect des lois et de paroles, ce qui nous conduit à l'impasse. Une fois accédés au pouvoir, les dirigeants africains, surtout ceux du précaré français, passent par tous les moyens pour s'éterniser au pouvoir. Et au même moment, le bas peuple croupit dans la misère. Par contre, eux-mêmes, leurs enfants et leurs proches vivent dans l'opulence. C'est vraiment dommage. C'est justement Azer qui nous écrit depuis Agoué au Togo.
Bonjour DBS TV, vous établissez un travail incommensurable pour l'éveil des consciences africaines. Vous êtes un ovni de l'audiovisuel en Afrique. N'est-il pas possible d'accorder plus de temps ou de programmes permettant d'aller à l'essentiel des sujets et faire des émules sur le continent? Steve depuis Libreville. Je continue à écouter DBS et surtout accomplissez en lieu et place. Établissez, je vous prie de considérer ce que je dis. Je suis universitaire, mais vous touchez à des questions qu'une grande partie de l'intelligentsia africaine aborde rarement dans leurs travaux. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. C'est justement Steve qui nous écrit depuis Libreville. En homme, oui, bon. Mon bon bonheur, je remonte. Bonjour à tout le panel, s'il vous plaît. Que toute l'Afrique se soulève un jour pour mettre fin à cette mascarade électorale. Nous sommes fatigués. Les panafricanistes doivent se réveiller. C'est Koumou Papin depuis le Togo. Bonjour DBS, c'est Latifou Mola depuis le Togo, donc il y a de Latifou. Je suis très fier de vous, je vous souhaite tout le meilleur et surtout longue vie à vous. Pourquoi les Africains, mes très chers frères et sœurs, veulent que ce qui se passe ailleurs s'interpose forcément et de façon identique en Afrique? Vous êtes les mêmes, autrefois disait que les dictateurs, bon, ils disaient autrefois que c'est les dictateurs, c'est Touré, Houphouët Boigny, Modibo Keïta, Muammar Kadhafi, etc. Selon vous, enfin, ils doivent quitter le pouvoir pour que viennent les vrais démocrates. Ironie du sort, ils ne sont plus là et leurs remplaçants, supposés démocrates, font exactement comme eux, Ouattara, Alassane et Alpha Condé. Merci beaucoup de nous avoir écrit ce matin depuis le Togo. Bonjour Steve, le problème de l'Afrique noire, c'est le consensus. Bonjour Steve, parfait, a tout dit. Le problème de l'Afrique noire, c'est le consensus. On vous a bien suivi. Bonjour le plateau, le néocolonialisme est sous-jacent de ce massacre. La communauté internationale héberge des sécessionnistes qui financent en argent et en armes pour tuer nos enfants. On vous a également suivi, même si vous n'avez pas laissé votre nom ce matin. Salut, je me nomme Roméo Hugo Torres depuis la ville de Konsamba. Je suis votre émission depuis tout à l'heure et j'aimerais donner mon point de vue sur les dires de Cabral. Moi, je trouve qu'il a raison parce que si le président de la République ne prend pas les choses en main au plus vite, eh bien, je pense que dans les années à venir ou même, dans les jours à venir, ça sera encore plus catastrophique. Thank you very much. Merci également à vous qui nous écrivez depuis Konsamba ce matin. Bonjour le panel, l'Afrique est riche, mais son peuple a été maudit. Cham, le fils de Noé, riait de la nudité de son père. Canaan, ancêtre des Africains, et fils de Cham, a été victime de cette malédiction. Bonne journée, Moulium Emmanuel de Bomono Bambengay, ici même à Douala. Merci également d'avoir participé ce matin. Bonjour Dibier, je suis Marius depuis le Togo, population de Kumba. Nous sommes avec vous et les assassins sont maudits. Je suis très angoissé aussi pour le débat d'hier que j'ai pas pu participer, aussi pour le crime de Kumba. Merci également à vous de nous avoir écrit ce matin depuis le Togo. Bonjour à vous, je vous suis depuis Odza. Pourquoi vous accusez Pobia d'être responsable si vous éduquez vos enfants à la maison et qu'ils n'arrivent pas à vous écouter? Que feriez-vous? Vous avez également vos raisons de nous interroger ce matin. Bonjour à vous et merci pour votre combat. Mais où et comment retrouver le riz camerounais? Merci. Également, nous ne savons pas, hein, nous savons juste que c'est des milliards qui sont exportés. 87 milliards d'ailleurs, hein, c'est ce que nous disent nos confrères ce matin. Bonjour à tous sur le plateau. Mon grand frère qui vient de chuter fait bien de remarquer les opposants qui se comportent de la même manière dans les différents pays africains. Mais ils oublient de nous dire ce qui cause tout cela. Même si un président gouverne bien, il faut changer de temps en temps. Les nouvelles idées et des nouvelles personnes dans la gouvernance d'un pays ne font de mal à personne, sauf aux assoiffés du pouvoir. C'est Simplice depuis Yaoundé. S'il vous plaît, rappel, Eyadema a pris le pouvoir le 13 janvier 1967. C'est Koumou qui nous écrit ce matin. Bonjour Dibier, ce matin, en réalité, il n'y a pas de chef d'État dans le précaré français, ce sont des contremaîtres de l'esclavage moderne. Comment peut-on prétendre être chef d'État dans un pays où l'économie et la politique sont pilotées de l'extérieur? C'est Stéphane Sullivan Onana qui nous écrit depuis la Belgique. Paul Biya, c'est un sanguinaire plus qu'un démon au confident. Là, c'est pas le sujet de ce matin. Le gouvernement camerounais ne peut jamais faire ces erreurs. Là, sinon, c'est l'enfer sans escale pour ces gens. Je vous aime bien, mais la personne n'a pas laissé son nom. Elle nous écrit depuis le Togo quand même.
Eh bien, bonjour, la meilleure des TV. Vous êtes les meilleurs des meilleurs pour commencer la démocratie. Pour commencer, oui, c'est ça. La démocratie n'est pas pour nous. Chacun, quand un pays est en marche, il faut un individu. Bon, en l'incidence avec le pouvoir en place, les Occidentaux disent que les droits de l'homme sont menacés et ils ont formé des chars et surtout, ils ont fait également des voyous, langage un peu dérangeant, mais bon, qui dérange ce pouvoir en place, n'espérant rien des Africains, ils doivent se prendre au sérieux. Regardez comment le petit Macron est en train de déranger le monde. Mon souhait est de s'affronter avec Erdogan pour que nous assistions à un spectacle. La Côte d'Ivoire et la Guinée ont beaucoup, et comme beaucoup d'autres pays africains, en l'occurrence la zone franc CFA, sont tous en danger, mais ça finira par la guérilla. Si le peuple ne se lève pas, eh bien nos enfants auront les yeux pour pleurer. Oufouette était un danger pour l'Afrique. Qui met Oufouette à côté de Sékou Touré? Allez savoir, c'est Sikirou Tamomo qui nous écrit depuis le Bénin ce matin. Bonjour Didier, ce matin, bonne émission. Le numéro de Dr Mbelek, s'il vous plaît, vous l'avez déjà eu, je pense que je vais vous le donner vers la fin de cette émission. Bonjour à vous, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Je suis tellement ravi pour vos émissions. Akbanou Isaac depuis le Bénin. Merci à vous également qui nous suivez depuis le Bénin. Bonjour Didier, très content ce matin de vous revoir. Merci pour le débat de ce jour. Je m'incline devant les familles en deuil du Cameroun. Monsieur Biya n'est pas responsable de cette barbarie. C'est les responsables sécessionnistes. Dommage pour la paix au Cameroun. Dites que leur cible a été mal choisie pour leur indépendance. Pour la question électorale en Afrique, mon pays, le Togo, a toujours été un laboratoire d'expérimentation. Le coup d'état constitutionnel, histoire de plusieurs mandats, les coups Tchao supposés et surtout sans oublier les victoires dès le premier tour. C'est toujours ce mois, c'est Essosima Danier depuis Lomé au Togo ce matin. Je reviens, est-il possible d'avoir le contact de M. Sapak? J'aimerais l'inviter à participer à des modules d'enseignement sur le panafricanisme. Steve depuis Libreville. Vous pouvez lui donner votre numéro de téléphone rapidement à Steve qui nous regarde depuis Libreville ce matin. Inbox, Patrick Sapak. Sur Facebook. Sur Facebook. Et puis en eBay, parce qu'il y a des individus. C'est vrai que le numéro de Patrick Sapak peut se retrouver dans le premier média d'à côté. Sauf que si c'est moi-même qui le délivre, il faudrait que ce soit fermé. Et donc, Patrick Sapak sur la page Facebook. Page Facebook. Je réponds à tout le monde. Donc, nous allons s'y faire. Bonjour et merci beaucoup pour tout ce que vous faites tous les matins. Bonne continuation. C'est Berthold depuis Odzoa. C'est à Yaoundé. Patient Parfum d'Homme, vous aviez, avant que je ne prenne en tout cas les messages sur WhatsApp ce matin et sur Facebook, vous vouliez justement dire quelque chose justement à la sortie de Albert Anatola ici qui nous faisait comprendre qu'il y a toujours un gros problème de consensus sur le continent africain, même dans l'opposition. Et bien lorsqu'on arrive au pouvoir, on ne veut plus quitter ce pouvoir. Apparemment le pouvoir, comme on dit souvent au quartier, il est très sucré. Non, d'abord je tiens à féliciter Anatole. Il a fait une brillante démonstration de ses errements, n'est-ce pas, de la classe politique officielle en Afrique. Mais je crois que là où il fait une petite confusion, c'est sur le vocable opposition. Arrêtez. Qui est opposant? On s'oppose à quoi? Parce qu'en Afrique, il suffit que quelqu'un dise « ta gueule ne me plaît plus », on dit qu'il est opposant. Prenons le cas par exemple de Macky Sall. Est-ce que Macky Sall est un opposant à Wade? J'ai dit non. Macky Sall ne s'en cache pas. Il est libéral comme Wade. D'ailleurs, il dit que Wade, c'est son père. C'est son fils. En politique. Voilà, c'est son père d'ailleurs. Il a continué. Il n'a rien changé des paradigmes qui ont politique de M. Wade. Au contraire, il les a accentués. C'est-à-dire que c'est la collaboration avec l'étranger, c'est l'extraversion de l'économie sénégalaise, c'est se coucher devant le FM et la Banque mondiale, c'est de continuer à entretenir des liens avec les monarchies du Golfe pour essayer d'être des trucs de respiration à oxygène pour l'économie sénégalaise, dont en réalité INA. Et sans oublier la question de franc CFA, ou l'un des vigoureux défenseurs de ce franc CFA. Donc en quoi Macky Sall est donc un opposant à Wade? Rien du tout. Parce que si quelqu'un est dans le gouvernement de Paul Biya, il passe tout le temps avec Paul Biya. Et quand même des choses les plus horribles avec Paul Biya. Le jour où il se rend compte que, comme tout le monde dit maintenant que Paul Biya est mort, peut-être que le vieux là peut mourir d'un mois à l'autre, il saute, n'est-ce pas, du bateau, il se retrouve à côté, on dit c'est un opposant. Et il commence à raconter des choses, on dit que oui, l'opposant tel a dit que. Il est opposant à quoi? Et c'est des questions clés sur lesquelles le peuple les attend. La question de la souveraineté du Cameroun, il dit rien.
les accords de coopération avec la France, il ne dit rien. Le franc CFA. Le franc CFA, et il mange la bouche au gré des auditeurs, de l'auditoire qui est en face de lui. C'est pas ça les opposants. Les opposants, un opposant, c'est un opposant au système en place. C'est quelqu'un qui va apporter quelque chose de nouveau par rapport à ce qui nous empêche justement d'avancer. C'est ça un opposant. Donc, dans le cas du Cameroun, il y a un manque de consensus sur le plan politique, mais il y a un consensus entre l'État et les opposants officiels acceptés par rapport à comment on doit continuer à collaborer avec l'étranger. Donc, sur ce point-là, je pense que c'est là, j'ai dit sur ce plateau un jour, que près de 90% du personnel politique récemment de l'opposition a la même pratique politique que le RDPC, les mêmes us de coutumes que le RDPC, la même culture politique que le RDPC. C'est là où vous trouvez des gens qui sont comme des demi-dieux. Quand ils sont à la tête de leur parti, ils nomment presque tout le monde. Les congrès n'existent presque pas. Ils sont considérés comme des demi-dieux. Exactement comme le président Biya avait le RDPC. Regardez très bien. Alors, en quoi c'est les opposants? Les opposants, c'est nous qui disons depuis longtemps que l'affaire là n'est pas bonne. Il faut changer, n'est-ce pas? On n'est pas pour une alternance seulement. Nous sommes pour une alternative. Ou bien c'est ce que j'appelle l'alternance. On ne veut pas une alternance rotative, mais nous avons une alternance alternative au système néocolonial qui a été mis en place. C'est nous les opposants. C'est nous qui sommes contre ce que la France a instauré comme type de régime et de pouvoir ici chez nous en Afrique. Mais les autres, ils sont... C'est plusieurs fers que la France a au feu, que les Occidentaux ont au feu. Si on voit que, bon, ça pas que peut-être ne fait plus bien les affaires, on va le changer contre quelqu'un d'autre. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous allez voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire. M. Ouattara a réussi à faire l'unanimité contre lui. Et quand vous regardez même dans le camp de l'opposition, la plupart des gens qui le combattent, ce sont ses anciens amis, qui ne sont pas forcément contre la manière dont la Côte d'Ivoire a les liens avec l'étranger d'ailleurs. Et il glisse, j'ai écouté Soro, on lui pose la question par rapport à la France, vous voyez comment il jongle comme ça, il tourne, parce que c'est que ses soutiens, c'est Paris. Ça, c'est le problème. Mais c'est là où M. Ouattara a fait une erreur. Et c'est ça qui va causer sa chute. Parce qu'en réalité, ce que la France va dire à terme, plus le temps passe, plus la montée en puissance de la résistance contre Ouattara, il va dire, bon, ok, tu es mon serviteur, mais tu ne me sers plus à grand-chose. Alors tu peux dégager, parce que moi, je suis en train de négocier avec les gens qui vont continuer à faire mon business. C'est tout. Et c'est ça le problème en Afrique francophone. C'est ça le problème en Afrique francophone aujourd'hui. Nous voulons sortir des fauches codines de la France. Nous voulons enfin redonner l'entière souveraineté à notre peuple. Mais on ne peut pas donner cette souveraineté à notre peuple avec les opposants qui sont fabriqués depuis les officines à Paris, à Londres, je ne sais pas, à Washington, parce qu'ils n'ont pas en tête le fait qu'il faut couper ce cordon ombilical qui nous tient fermement avec la mère patrie. C'est ça le problème. Et nous, qui tenons notre discours, on a considéré d'abord, on disait, ce qui n'existe pas en France, on disait, les opposants radicaux, je ne sais pas ce que ça signifie, vous avez vu le vocable, il y avait les opposants radicaux et il y avait les opposants modérés. C'est en Afrique qu'on trouve des termes pareils. En France, on ne traite pas Madame Le Pen d'opposant radical. Mais en Afrique, on peut le dire. Alors, les modérés sont ceux qui acceptent tout, qui peuvent aller à Paris, dire à faire des trucs là-bas, dire que non, le français faire des coubettes. Oui, non, on ne va pas toucher au français. C'est les autres qui sont des radicaux. D'ailleurs, heureusement que les temps ont changé, avant ils étaient traités de communistes, tout court, n'est-ce pas, pour les évacuer de la scène. Donc voilà. Donc, je pense que sinon, l'exposé d'Anatole a été extraordinaire. Alors, je reviens à la Côte d'Ivoire, une seconde. Rapidement, pour sortir. Aussi une seconde. Pour la Côte d'Ivoire, pour dire. J'avais souhaité, je l'avais dit même sur ce plateau à M. Ouattara, que on dit que chaque crise crée une opportunité. La crise ivoirienne, avec cette élection qui est arrivée, crée une excellente opportunité pour la Côte d'Ivoire. Il suffisait seulement que M. Ouattara sache et comprenne qu'il est temps pour lui de saisir cette perche que l'histoire lui tend. Malheureusement, il n'a pas su saisir cette perche. Il est en train de conduire la Côte d'Ivoire progressivement, mais presque de manière radicale, vers une déflagration terrible à venir, avec ce passage en force qu'il veut opérer. Il y avait 22 000 bureaux de vote en Côte d'Ivoire. M. Ouattara les a réduits maintenant à 10 000, parce qu'il n'a plus su de rien. Il est en train de donner même des armes aux microbes. Ces enfants qui sont en rupture de banc avec la République, pour aller assassiner de pauvres Ivoiriens. J'ai vu
des blessures à la machette opérées par ces microbes sur de paisibles citoyens, c'est extrêmement grave. Parce que Ouattara ne veut pas entendre raison. Tous ces principaux lieutenants qui l'ont aidé à commettre la forfaiture contre Gbagbo, ils sont contenus aujourd'hui. Et de manière, j'allais dire, viscérale. Donc, je ne vois pas concrètement comment il va faire pour s'en sortir. Il pourra peut-être être déclaré élu à la suite de cette mascarade qui a annoncé, mais les conséquences après seront extrêmement graves pour le peuple ivoirien. Et un homme politique qui ne voit pas cette vérité, cette réalité-là, c'est un homme extrêmement dangereux, et pour lui-même, et pour son peuple, et pour le continent africain. Que font donc la prétendue communauté internationale que mon regretté ami Jean Achua m'a appelé la communauté internationale autoproclamée? Ils font quoi? Vous voyez, ils sont silencieux. Mais ils s'occupent beaucoup de ce qui se passe en Biélorussie. Ils s'occupent beaucoup de ce qui se passe au Venezuela. Le Côte d'Ivoire est sur le point d'exploser. Ce n'est pas leur problème. Donc, à nous les Africains de savoir ce que nous voulons. On ne peut pas continuer dans un continent avec des gens que nous vénérons parce que c'est notre frère, parce qu'il a la même obédience religieuse comme moi, on dit c'est un musulman, même s'il boit du champagne, tout le monde le sait, des conneries pareilles. En Guinée-Conakry, nous sommes désolés, et là je suis d'accord avec toi, mais c'est l'une d'Alain Diallo, je n'ai pas compris son revirement. Voilà quelqu'un qui s'est battu en disant, tant que les règles de jeu ne sont pas claires, il ne participe pas aux élections. Et 2 temps 3 mouvements, il dit il va être candidat. Et là, on sent la pression qui vient de l'extérieur. On dit, monsieur, il faut être candidat. Il faut être candidat. Il dit que non, les règles, non, laisse tomber, il faut être candidat. Donc, voilà des gens qui dépendent de l'extérieur. C'est pour cela que... Voilà dans l'opposition que nous avons sur le continent africain également. L'opposition, comment dire ça, néocoloniale, si vous voulez qu'on l'appelle comme ça. C'est l'opposition néocoloniale. Parce que la véritable opposition en Afrique, elle existe, mais... on ne lui laisse pas la possibilité de pouvoir s'exprimer, d'avoir vos... Merci beaucoup, patient parfait. Patrick, ça pas plus que 12 minutes pour sortir de cette édition de DBS Matin. Est-ce qu'il y aura élection le 31 octobre prochain? Si oui, est-ce que l'opposition ira justement à cette élection? Quelle opposition? Patient n'a pas fini de vous expliquer que il faut bien situer les responsabilités, Steve Joslingos, pour que les jeunes générations auxquelles nous nous adressons n'ait pas de problème dans l'interprétation lorsqu'il faudra prendre des décisions. La situation du marasme de l'Afrique a des responsables précis. D'abord, les bandits internationaux, qui sont les concepteurs du système. Il faut toujours le remarteler. C'est eux qui ont conçu ce système et ils ont pris un cadre juridique qui est parti depuis la charte de l'impérialisme. Le second groupe, ce sont les bandits nationaux. Les bandits nationaux, ce sont ceux qui nous gouvernent et leurs amis de l'opposition fabriqués. Vous comprenez? Parce que c'est pour ça que vous allez constater qu'il y a dans ces pays-là un multipartisme numérique, plusieurs partis politiques, qui n'admet pas de pluralisme politique. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'idéologie qui s'affronte, mais on se retrouve plutôt avec le monolithisme pluriel. Hein? C'est-à-dire que vous avez des gens qui pourfendent le régime en journée. Le soir, ils vont recevoir des enveloppes dans les chambres et dans les hôtels de ce même régime et ils reprennent la rengaine le lendemain matin. Et la principale victime de la prise en otage du pays, des rouages du pays par ces charognards politiques, c'est malheureusement le peuple. Vous comprenez? Alors, là-dedans, il y a une opposition ventriloque qui ne joue que sur ses intérêts individuels qui n'ont rien à voir avec les intérêts collectifs. Parce que dans chaque pays qui se respecte, si vous voulez parler de démocratie, puisque la plupart de ces régimes-là arguent la démocratie, ça veut dire qu'il doit y avoir une opposition suffisamment responsable, capable de créer le rapport de force qui va permettre de surveiller l'action des gouvernants afin que ceux-ci ne bafouent pas les libertés essentielles et les droits fondamentaux des citoyens. Ça, c'est l'opposition que le peuple attend. Et donc, c'est en réalité le soutien politique que le peuple attend lorsque il a posé son suffrage à ceux qui gouvernent. S'ils veulent confisquer et domestiquer le pouvoir, eh bien l'opposition doit jouer son rôle. Alors, l'opposition là, c'est celle que vous voyez. Et donc, quand on va s'amener en Côte d'Ivoire, vous avez parlé de cette élection du 31, élection entre guillemets, on a longtemps expliqué que ça ne va jamais être une élection en Côte d'Ivoire, et on a donné même des orientations à Alassane Dramane Ouattara. Il ne les a pas écoutées, parce que Alassane Dramane Ouattara n'est pas seul. Il est accompagné par des bandits avec des intérêts entreposés qui se piétinent les orteils à gauche, à droite. On vérifie là où la capitalisation de la candidature de Ouattara peut nous être bénéfique. On vérifie, attends, si ça ne va pas là-bas, est-ce qu'on peut surfer sur le plan B et tout.
Et passant, vous parlez tout à l'heure de Guillaume Kibaouri Soro, qui est l'un des principaux responsables de l'ensevelissement de 13 000 vies en Côte d'Ivoire pour permettre à ce Ouattara d'arriver au pouvoir. C'est lui qui est devenu son irascible opposant aujourd'hui. Vous avez Konan Bédié, lui-même qui a accompagné cette nébuleuse de la France-Afrique depuis Houphouët-Boigny, en étant ambassadeur, en étant chargé des finances, le ministre de l'économie et des finances jusqu'en 1977 et président de l'Assemblée nationale pour valider l'imposture au niveau du Parlement, qui lui a créé le truc d'ivoirité et qui est venu s'associer à Ouattara pour chasser Gbagbo à travers une élection qui a été gagnée par ce dernier-là. Alors, vous allez compter sur qui? Je ne parle pas de Kaka, ce qui vous avez... Je ne vais pas prononcer ce nom-là avec toutes les fibres cérébrales disciplinées qui me caractérisent. Donc, vous comprenez très bien que si on va donc le 31 dans une élection, c'est tranquillement que chacun va aller vérifier son compte bancaire si on a renfloué. Et le peuple va rentrer encore au départ. Et quand vous vous amenez à Guinée-Conakry, tout le monde avait espéré que Alpha Condé, qui a été l'opposant de tout le monde, même du grand Sékou Touré, au niveau de la paranoïa qu'on a créée sur ce monsieur-là, qui a été le tout premier à dire à De Gaulle en face que c'était terminé avec cette histoire de France-Afrique. Eh bien, en 84, lorsqu'il a eu fait cette crise cardiaque aménagée par la pression de ces bandits internationaux et ces bandits nationaux là-bas au niveau de la Guinée-Conakry, on l'a envoyé à Cleveland dans l'état de l'Ohio pour aller lui opérer le cœur et le pousser à mourir pour faire venir Lansana Conté, qui lui est venu servir donc tout à ces bandits internationaux jusqu'en 2008. Il s'évapore avant que Dadis Camara ne vienne faire tout ce que vous avez vu et tout, lui aussi instrumentalisé. On lui dit bon, va, dis que tu ne vas pas te présenter avec le CNDD. Il dit ok. Donc maintenant après on dit non, tu sais que c'est très populaire, va te présenter. Maintenant derrière on dit à l'opposition, si tente d'aller au stade là pour dire qu'il sera candidat, et bien en fait les gars ont tout fabriqué. Dadis Camara a failli perdre la vie avec son propre garde du corps qui lui a lâché une balle qui a à fleur de l'oreille. Et il est au Maroc aujourd'hui en train de regarder les choses à distance. Alpha Condé arrive, on est sûr que ça va se passer différemment. Mais nous voici avec le pacte social. Voici, c'est pour ça que je vous aime, Steve Jocelyn Ngoz. Le pacte social est brisé parce que là-bas c'était encore 5 ans renouvelables une fois. Alors le monsieur sort et dit écoutez, c'est des histoires, c'est le peuple guinéen qui va décider. Quel peuple? Alors que vous avez le pacte qui a été brisé avec ce même peuple. Donc, il faut faire très attention. Lorsqu'on doit expliquer ces choses-là, il faut situer bien les responsabilités. Pour sortir avec cette histoire du Cameroun, Paul Biya, comme les Alpha Condé, est responsable des politiques publiques au Cameroun sur le plan endogène. Donc, il ne s'agit pas de venir sur les plateaux pour raconter tout et n'importe quoi. Parce que c'est lorsqu'on loupe le diagnostic, on va appliquer la mauvaise thérapeutique. C'est lui, depuis 4 ans, qui doit apporter la solution politique. Ce n'est pas une solution militaire en zone anglophone. Ça c'est clair pour tout le monde. Merci beaucoup, Patrice Apak, pour cette prise de parole. Albert Anatola, ici, je ne comprends pas pourquoi les chefs d'État africains, lorsqu'ils savent pertinemment qu'ils ont de gros problèmes avec la France-Afrique, ne prennent pas l'initiative de former un dauphin pour les remplacer. Déjà, moi, je suis contre l'idée du dauphinat. Ça, c'est important. Nous ne sommes pas dans une monarchie. Nous sommes dans les républiques. Je pense qu'il faut il faut intégrer, n'est-ce pas, dans notre pays, dans les États africains, une démocratie endogène. C'est vrai que la démocratie en elle-même, c'est une imposture, mais parce que la démocratie dans la source occidentale, ça nous dessert énormément. Tout à l'heure, j'ai indiqué que justement, quand vous regardez les éléments juridiques de nos lois fondamentales, c'est calqué sur la loi fondamentale française. Oui. Donc justement, de ce point de vue, ça crée déjà des problèmes. Ça crée déjà des problèmes au niveau de l'implémentation. Deuxième chose qu'il faut indiquer, c'est quoi? C'est que dans une république, par contre, parce que le régime ou le parti au pouvoir a besoin de l'opposition. Mais surtout d'une opposition responsable, objective et ambitieuse. Pas par rapport à elle-même, d'inventaire par rapport aux intérêts de la République. Mais ce que nous constatons, c'est que il semble qu'il y a un moulin à fabriquer tous ces acteurs-là et qui est le même, avec les mêmes logiciels, avec les mêmes pièces de rechange. Et là, ça pose un problème au niveau, justement, des clivages. Ça pose un très gros problème. Donc, je pense également que il y a une échelle d'État, je crois que c'était Mitterrand qui a dit que la démocratie pour l'Afrique, c'était un luxe. C'est Jacques Chirac qui l'a déclaré. Voilà. J'ai le sentiment qu'il avait raison, qu'il avait franchement raison. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous observons la scène politique,
africaine, j'ai le sentiment qu'il a raison. Il a raison parce que d'abord nous avons de mauvais acteurs politiques, de très mauvais acteurs. Deuxième chose, vous avez des acteurs politiques qui ne prennent pas leurs responsabilités et qui ne sont pas assez courageux, qui justement n'appuient pas leur idéologie, si jamais ils en ont, sur des problèmes fondamentaux, des problématiques fondamentales, autant pour moi. C'est-à-dire quoi? Tout à l'heure, par exemple, on parlait de la monnaie, de la souveraineté monétaire, la souveraineté économique, la souveraineté politique, c'est-à-dire d'abord démanteler les accords de coopération qui ont été signés. Deuxième chose, par exemple, l'homosexualité que nous avons débattu hier, ça pose un problème. C'est-à-dire que pour eux, c'est un sujet tabou. Voilà les instruments sur lesquels ils ne peuvent pas adosser leur idéologie ou bien leur combat. Non, ils sont dans les questions périphériques. Pas justement pour le changement du système, mais pour continuer avec le même système, mais avec les acteurs différents. C'est ça l'opposition africaine. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour un État qui veut se moderniser, qui a les ambitions de modernisation, il faut changer de paradigme parce que je voudrais peut-être à leur comment il peut dire ça, à leur décharge, qu'on fait le fait que nos États sont un peu plus jeunes comparativement aux autres qui ont pris le temps justement de bâtir une véritable démocratie. En même que là-bas, il y a des contestations tout le temps, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont perfectibles. Parce que tout à l'heure, j'ai indiqué que le pacte social est dynamique. Donc si le pacte social est dynamique et que ça doit s'adapter au contexte, aux circonstances et aux problématiques, eh bien, il faut donc également que les acteurs politiques suivent. Ce qui n'est pas souvent le cas. Il y en a qui veulent avancer tout en reculant tant pour moi. Donc je pense que là, il faut donc justement peut-être créer dans ces pays-là des véritables écoles politiques. Merci beaucoup Albert Natola ici pour sortir de cette édition. Laissez-moi lire quelques messages. Bonjour, une fois de plus sur le plateau, je ne suis pas très d'accord que nous accusions toujours les étrangers. Si nous ne les ouvrons pas les portes, ils ne nous forceront pas la main. Ici, j'accuse la mauvaise mentalité du nègre qui se réjouit des souffrances de son prochain, pourvu qu'il demeure au pouvoir. Pour moi, dans tous les pays mal gouvernés, le seul responsable, c'est le président. Si un président ne peut pas s'entourer des collaborateurs sérieux en restant lui-même sérieux, c'est un échec total. Il doit démissionner. Parlant du Cameroun, l'heure n'est plus à chercher qui est responsable ou qui ne l'est pas, mais il faut plutôt chercher les solutions à nos problèmes. Ceci commencera par un vrai dialogue entre nos leaders. C'est Simplice depuis Yaoundé qui nous écrit ce matin. Il faut revoir notre mode de gouvernance en Afrique francophone. Rien ne nous assure que le changement après un certain temps d'un homme d'État va résoudre tous les maux de la société qui mine d'ailleurs nos populations. Il faut plutôt réhabiliter notre mode de gouvernance à l'africaine. C'est Berthold Edzoa depuis Yaoundé. Cette démocratie n'est pas un mode d'alternance qui scie à l'Afrique. Bonjour chers confrères, félicitations à vous, j'aime votre émission juste pour vous encourager car ce n'est donné à n'importe qui. J'aimerais intervenir, mais malheureusement je suis journaliste sportif, mais bientôt je ferai tout. Assimiou Touré Souleymana depuis Atakpamé au Togo. Merci également à vous de nous écrire ce matin, chers confrères. Dans ma communauté, le nom de famille de presque toutes les familles est précédé de Ouro, c'est-à-dire roi. J'en ai posé la question pour plus de compréhension sur le comment. Alors mon père me répond qu'avant l'arrivée des Blancs, le pouvoir est négocié entre les familles d'un clan à tour de rôle pour dire que la vraie démocratie, le vivre ensemble se pratiquait déjà en Afrique. Les Occidentaux ne font que nous embrouiller. Nous donc revenons à notre système ancestral pour justement nous améliorer. Eh bien, c'est toujours quelqu'un qui nous écrit depuis le Togo ce matin. Excusez-moi de revenir encore, vous faites beaucoup pour l'Afrique. Réfléchissons sur l'augmentation du temps du débat qui est court. Je suis prêt à donner ma contribution en termes de participation au combat sur la libération du continent à travers votre émission Steve depuis Libreville. Nous devons soutenir les panélistes de par leur engagement quotidien, surtout les 4 d'aujourd'hui, en y ajoutant M. Bandakani. Merci également à vous. Bonjour TV, de belles thématiques et des personnages agréés pour en débattre. Je vous suis tous les jours et je suis très fier de vous. Le cas de la Guinée et de la Côte d'Ivoire m'attriste beaucoup. Cela est le fruit des mauvais exemples tirés de mon petit pays, le Togo. À voir tout ce qui se passe là. Courage, courage au peuple vaillant d'Afrique. Et vous aussi, Hubert depuis Lomé au Togo ce matin.
Pourquoi, bonjour DBS, pourquoi empêcher les Blancs de pratiquer leur spiritualité? Non, pourquoi empêcher les Bassa de pratiquer leur spiritualité? Que fait l'Église catholique romaine encore les Touba? Trop, c'est trop. Bon, d'accord, la personne ne laisse pas d'ailleurs son nom, je ne sais pas pourquoi, mais il faudra justement nous laisser votre nom pour que nous sachions qui vous êtes. Bonjour DBS Matin, j'aime votre émission. Big up à vous and keep it up. C'est Moro depuis Accra. Accra, c'est du côté du Ghana ce matin. Bonjour Dibia, je vous suis depuis le Burkina Faso. Vraiment, c'est avec une joie immense que je suis votre émission. Merci pour votre partition dans l'éveil de conscience de nous jeunes africains. C'est Hassan Kaboré depuis le Burkina Faso. Bonjour DBS, bonjour Steve et le panel. Patrick, à quand la journée du panafricanisme où les enfants d'Afrique pourront se rassembler devant les ambassades françaises dans le monde? Merci, c'est Mireille à Douala. Yatika, elle nous écrit depuis Yatika ici à Douala même. Février 2021. Février 2021. D'accord, c'est d'accord, merci. On est ensemble, bien sûr, hein. Très chers confrères du côté du Togo, ne vous inquiétez surtout pas. On est ensemble, vous n'avez qu'à nous faire signe. Et tout de suite, nous sommes avec vous. J'ai retenu derrière votre numéro de téléphone, hein, le 228 90 0008 83. Je vais le garder, comme ça nous allons en parler dans les jours à venir. Albert Anatola ici, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Écoutez, c'est fait un plaisir d'être de votre ce matin. Patient Pafendo, merci également d'avoir été là ce matin. Merci, je pense que pour nos téléspectateurs... Malgré l'embrouillamini de ce matin, il faut d'abord faire comprendre qu'il faut qu'ils comprennent très bien que nous avons le Cameroun, n'est-ce pas, chevillé au corps. Oui. Donc quand il s'agit du Cameroun, on peut parfois être long. On peut parfois être vraiment très long. Patrick Sapa, je vous dis également merci d'avoir été là ce matin. Je vous en prie, Steve Joslingo, ce sera toujours un plaisir d'être là. Et dans la prolongation de ce que Pascal est en train de dire, il faudrait bien que pour l'équité dans l'analyse, lorsqu'on dit que Ouattara est un monstre, qu'on dit qu'Alpha Condé est un monstre, qu'on soit capable également, parce qu'ils sont dans les mêmes blocages structurels et avec les mêmes comportements politiques, que Paul Biya est un monstre. C'est de ça qu'il est question. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Merci à toute l'équipe technique, à la réalisation, à la direction, à tous ceux-là qui nous ont suivis ce matin. Vous qui êtes à la maison, merci d'avoir été de nôtre au cours de cette journée. Vous allez continuer à pardonner ma voix. Ce n'est pas de ma faute. J'espère tout simplement que je vais revenir en forme demain. Et n'oubliez pas, la guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit des gens qui se connaissent, mais ne se massacrent pas. C'est ce que déclarait Paul Valéry. Bonne journée à toutes et à tous et à demain. S'il plaît à Dieu. Au revoir.